Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, le chat est chaud là, on est parti pour un petit react politique. On m'a envoyé plusieurs vidéos politiques sur lesquelles on me dit « Ah, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus », donc on va faire ça. Et on commence avec une vidéo de Blast qui s'appelle « Pourquoi ? Et comment en finir avec la 5ème République ?» On est chez Blast, voilà, on commence à être habitué finalement un petit peu sur la chaîne à regarder des vidéos de Blast, faudrait peut-être que je m'abonne chez eux, non c'est déjà fait, concrètement je regarde quelques-uns de leurs contenus, donc voilà. J'espère que toi tu vas bien et que tu apprécies de voir le retour du format du React politique. La dernière fois on regardait François Bayrou direct, une expérience qui nous a... fait perdre quelques neurones, on va dire, voilà. En substance, là, on va réfléchir sur la philosophie, sur le droit, sur la Constitution, et donc, vous l'aurez compris, sur la 5ème République. Comme d'habitude, ces vidéos, je ne les regarde pas en amont, donc je ne sais absolument pas ce qui va être dit, et pourquoi, et comment, bref, le qui, que, quoi, dont, où. On va découvrir ça ensemble, et donc réagir à tout ça. Tiens, c'est marrant, l'interface YouTube a un peu changé. Allez, on y va. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue dans Légitime Défense, votre chronique judiciaire qui vous évitera la garde à vue ou pas. Pendant la lutte contre la réforme des retraites, en mars 2023, le Financial Times décrivait le poste de président de la République comme, je cite, « ce qui se rapproche le plus d'un dictateur élu dans le monde développé ». En réalité, depuis près de 10 ans, on assiste en France à une crise de régime d'ampleur inédite. Pour faire face à la contestation sociale qui s'amplifie, les gouvernements successifs ont été contraints de mobiliser la quasi-totalité de l'arsenal répressif dont dispose la 5ème République, qui est probablement le système le plus antidémocratique d'Occident. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Depuis 2024, l'usage... Pour l'instant, j'ai aucun problème là-dessus, de ce que je vois concrètement sur l'usage disproportionné de la force avec les politiques développées au ministère de l'Intérieur de maintien de l'ordre. Et justement, j'ai envie de dire, cette vidéo, elle tombe très bien. Je crois qu'elle date de novembre de cette année. On peut même faire le parallèle avec les violences policières de Sainte-Soline, où littéralement tu vois que c'est une institution entière qui commet des violences policières et qui demande à ses agents de commettre explicitement des violences policières. Et on voit même des gens qui sont là pour faire des violences policières, pour blesser, pour mutiler, dans l'idée de casser du manifestant. Donc, j'ai aucun problème là-dessus, concrètement. On va voir ce que ça donne. C'est surtout de la fin de la vidéo qui va m'énerver. Ah, ok. Par le président de la République Emmanuel Macron de son pouvoir discrétionnaire de dissolution de l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives. A mis les institutions de la 5ème République au cœur du débat national. Moi, je suis, vous savez, républicain. Les Françaises et les Français m'ont confié un mandat. Je l'ai sollicité pour la deuxième fois et je l'assumerai dans sa plénitude. L'ingouvernabilité de la 6e puissance mondiale est même devenue une source d'inquiétude pour les classes dominantes à l'échelle nationale et même internationale. France is in the midst of a prolonged political crisis. Emmanuel Macron. Oh, Hugo! Attendez, on arrête tout! Arrêtez tout! Arrêtez tout! Arrêtez tout, on se fait raid! Mais qui voilà? Bonjour tout le monde, bienvenue! Eh ben, on vient de commencer. On vient de commencer ce stream, on est sur un react politique d'une vidéo de Blast. J'ai envie de dire, vous êtes au bon endroit. Comment allez-vous les perchés, les perchés de chez Hugo? Qu'est-ce que vous faisiez de beau de cet après-midi? Et pour celles et ceux qui ne seraient pas encore follow, sub aussi, hein, n'hésitez pas à vous sub chez Hugo que je recommande, mais pour ceux qui ne sont pas follow chez Hugo, je vous invite à le suivre. Hugo au perchoir, c'est une journalière d'information politique tous les après-midi en général, ouais, qui suit l'actualité de l'Assemblée nationale et du monde politique qui nous entoure. Un journaliste qui fait du travail d'une très bonne qualité et que j'ai plaisir à raid. Et que du coup, là, j'ai un plaisir de recevoir en échange ce petit raid. Voilà. J'espère que tu vas bien. J'imagine que tu te prépares pour LCP. Ça doit être ça. Vas-y, fais-nous un petit teasing. Qui est l'invité politique aujourd'hui de LCP qu'on tease un peu. Je vais me préparer, voilà, c'était bien ça. Et donc, bonjour à tout le monde. Je vois que j'ai vu Brigitte, j'ai vu Sedouch. Aurore Berger. Au nom de Dieu! Au nom de Dieu! Au nom de Dieu! Eh bah. Tout simplement inouï. Oui, tout simplement inouï, effectivement. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On vient d'offrir 5 subgifts. Incroyable,
incroyable. Je ne sais pas qui tu es, donateur anonyme. Mais vous êtes en train de faire péter tout le live. Voilà. Sinon, avant que tu files, Hugo, bon courage. Je t'envoie ma bonne énergie. Et sinon, vous qui êtes là, voilà, bienvenue à bord. Alors, attendez, parce qu'on va faire un petit peu le bilan. Désolé YouTube, je prends du temps pour remercier la communauté. Voilà. Merci pour le follow. Ampé Coraro, Camillette. Et on a donc 5 soft gifts qui ont été offerts à Déborah, à Feu Foley, à Kangouaigle, oh ça c'est pas mal, à Sorcière aux Axolot, LS, et à Oracle Hunter. Voilà, donc si vous êtes dans le chat, vous venez de bénéficier d'un sub gift. Voilà, donc vous êtes maintenant sub à la chaîne. Et donc, pour me présenter, si jamais il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas encore dans le chat, Saslil, streamer qui fait des streams du lundi au vendredi de 14h à 17h, quelque part par là, et qui propose de la politique en substance, de la pédagogie et du gaming. Et donc vous qui me raidez sur un format de politique, je fais de la politique au sens large, avec un petit focus particulier sur le Sénat, la Chambre des territoires, qu'on a l'occasion de voir tous les mercredis après-midi avec les questions au gouvernement. Et merci Feufelé pour le follow, incroyable, mais ça ne s'arrête plus, vous êtes en train de faire péter, vous êtes en train de tout faire péter sur la chaîne. Voilà, merci à vous, c'est fantastique. Eh bien écoutez, je nous propose de reprendre maintenant que les formalités sont faites. Donc on était sur une vidéo de Blast qui s'appelle « Pourquoi et comment en finir avec la 5ème République ?» et on venait de commencer au moment où le raid a été lancé. Donc vraiment, vous n'avez rien raté sur le début de la vidéo, sinon qu'on a parlé un petit peu violence policière. Losing his third prime minister in the 16 months since he dissolved parliament. Alors, dans ce nouvel épisode de Légitime Défense, déconstruisons ensemble le récit dominant sur la 5ème République, soi-disant démocratique et sociale, c'est l'article 1er de notre Constitution, et nous allons penser ensemble des alternatives véritablement démocratiques et sociales. Et ça passe par la sortie de la 5ème, voire de la démocratie représentative, c'est-à-dire bourgeoise, dans laquelle nous vivons. Attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions. Salut Oximus, bienvenue, re-bienvenue. Je crois que tu étais venu mercredi dernier. Oh là là, Droitou qui fait péter les bits, incroyable. Ah, merci à vous, merci à vous. Oh, et puis il y a les petites images et tout, c'est fantastique. Ah, maintenant que la chaîne fonctionne, on est très heureux. Pourquoi plusieurs streamers parlent d'un retour du 49.3 aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que la semaine dernière, c'est François Hollande qui avait grosso modo mis sur la table l'idée qu'un 49.3 serait bénéfique pour faire passer le budget. En revanche, ça a pris de l'ampleur ce week-end, puisque c'est Boris Vallaud, je crois, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui n'a pas exclu cette possibilité-là, qui disait soit il y a un compromis, soit il y a un 49.3. Et donc, le Parti socialiste qui avait voulu ne pas utiliser le 49.3 sont maintenant les premiers à réappeler au 49.3. Alors on dit le Parti socialiste, pour l'instant ça reste pour l'instant des personnalités diffuses. Il n'y a pas encore de ligne politique du PS qui appelle à un retour du 49.3. Ça pourrait peut-être ne pas parler. Qui a dit qu'il allait être seul. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Il est peut-être pas tout seul. Merci à vous pour les bits. Merci à vous pour les subgifts. Merci à vous pour les follow, je crois. Ouais, c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Pourquoi le PS appelle à ça alors qu'il ne gouverne pas ? Concrètement, l'idée, c'est que le budget n'est pas passé. Il ne passera jamais, voilà. Et donc, plutôt que de porter la responsabilité de ne pas avoir fait adopter le budget dans lequel les socialistes voulaient obtenir des avancées, ils préfèrent que le gouvernement utilise le 49.3 pour faire passer son budget de force, pour ne pas le censurer derrière, pour dire, finalement, on a un budget, on a quelques avancées, mais c'est pas nous qui faisons tomber le gouvernement si jamais il y a censure. Donc ça pénalise pas les socialistes alors qu'ils sont en train de préparer leur campagne pour les municipales. Voilà un petit peu pour résumer ce que j'ai effectivement compris. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement il y avait Elisabeth Borne qui en parlait. Ah, et on a terminé le train de la hype. Ouh.
Eh ben, on a gagné ça. Fantastique. Bah, merci à vous. Merci à vous. Nous avons débloqué une nouvelle émote sur le chat. Voilà. Et ben, merci à vous pour ce train de la hype. Oui, Elisabeth Borne s'est réveillée puisque, bonjour Pierre Tata, elle est redevenue députée. Voilà, c'est de nouveau ma voisine de palier. C'est de nouveau, voilà, ma voisine de palier. Donc ça fait bizarre de la revoir dans le Calvados. Babette. Babette, comme on l'appelle. Allez, je nous propose de revenir sur le sujet de la vidéo, sur la 5e République en crise. Nous sommes en crise. Que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Les idées dominantes sont celles de la classe dominante. La justice, elle n'est pas Je connais pas ce format-là. D'ailleurs, comment ça s'appelle? J'ai déjà oublié le nom. de normalisation et qui sont assurés par la police. Légitime défense, ok. Il est nouveau. Pour commencer, nous allons rappeler les faits. Les quinquennats Macron sont un Toujours partir des faits. Sinon, on part en sucette. C'est traître comme plan de la part du PS, ça m'étonne guère de leur part maintenant. Disons qu'on est un peu habitué, effectivement. véritable cas d'école de l'usage autoritaire de la 5e et même davantage de sa violation. En moins de 10 ans, on aura connu les 49.3 à répétition, la dissolution inconstitutionnelle de l'Assemblée nationale, l'intervention régulière du Conseil constitutionnel pour courir au secours de l'exécutif, les détournements de procédures législatives et tous les caprices d'un président tout-puissant. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Attendez, parce que oui, moi aussi, ça m'a tiqué. Autant sur la brutalisation politique, ça porte un nom, la brutalisation constitutionnelle. N'empêche qu'il y a un truc qui me fait tiquer aussi. 49.3 à répétition, la dissolution inconstitutionnelle de l'Assemblée nationale, la dissolution inconstitutionnelle. Mais, déjà, ouais, effectivement, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il faut qu'on s'arrête. La dissolution, elle est constitutionnelle. Le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Il le fait quand il le veut, il le fait à la période qu'il veut, et grosso modo, c'est acté au moment où il signe l'arrêté de dissolution. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le résultat de la dissolution, c'est pas le problème. On peut considérer que ça a été une bonne chose, on peut considérer que c'est la pire chose qu'ait connue la 5e République. Pour moi, elle est constitutionnelle, la dissolution. Ça fait chier, mais elle est constitutionnelle. Parce que vous pensez bien qu'en plus, si elle était inconstitutionnelle, il y aurait eu le Conseil constitutionnel, justement, dont c'est le rôle de vérifier, de garantir la Constitution, l'intégrité de la Constitution, son respect et son application, qui lui serait tombé dessus. Il doit consulter des gens, et de mémoire, certains avaient dit qu'ils n'avaient pas vraiment consulté les personnes en question. C'est marrant parce que du coup, moi, j'ai vraiment entendu parler de tout ce qui se passait. Alors, à l'époque, j'étais pas encore streamer. J'allais pas tarder, mais j'avais déjà des bruits qui circulaient, qui disaient bien que, justement, les personnes à consulter, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat avaient bel et bien été consultés. Après, est-ce que eux ont le sentiment d'avoir été consultés ? C'est toujours compliqué à évaluer. En revanche, à partir du moment où le président de la République convoque quelqu'un à l'Élysée, que ce soit Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, ça compte comme une consultation. Voilà. Donc il y a effectivement un flou sur la question, mais n'empêche que, strictement parlant, pour moi, c'est constitutionnel. Qu'on soit d'accord ou pas. Est-ce que l'article 16 est constitutionnel parce qu'il serait dans la Constitution alors que ce serait antidémocratique ? Alors, tu réponds à ta propre question, Cyberoctopie. L'article 16, si l'article 16 de la Constitution est dans la Constitution, c'est qu'effectivement, c'est constitutionnel de le mettre dedans. Démocratique ne veut pas dire constitutionnel. Constitutionnel ne veut pas dire pour autant démocratique. Il y a un certain nombre d'articles que beaucoup critiquent en disant que justement c'est antidémocratique et que la 5e République serait justement l'archétype d'une république qui serait antidémocratique. Pour autant, son exercice
et son application a été validée et mise en place, et donc, en fait, elle obéit à elle-même, la Constitution. Donc, sans pour autant dire qu'on est carrément dans un régime dictatorial, eh bien, la Constitution nous garantit des libertés individuelles, des libertés démocratiques. Elle n'a pas la pléthore qu'on peut avoir dans certaines constitutions de régimes parlementaires, comme en Belgique, par hasard. Allez voir le React de vendredi dernier sur la Belgique, très intéressant. Ou bien l'Allemagne, l'Espagne, etc., puisque ce sont toutes et tous des régimes différents. Et là, ça tient dans l'histoire de la 5e. Une constitution qui a été écrite en sursaut à la crise de la 4e République, mais surtout de la guerre d'Algérie. Voilà, c'est pour ça aussi que la 5e République a verrouillé certains pouvoirs démocratiques. En revanche, ça ne veut pas dire qu'elle est antidémocratique pour autant. Mais du coup, l'article 16, quand bien même vous pouvez le qualifier d'antidémocratique, n'est pas anticonstitutionnel pour autant. La 5e République est un gouvernement d'après-guerre pour valoriser les pouvoirs dirigeants. On peut le résumer comme ça, effectivement. Un peu pareil, la dissolution est constitutionnelle, mais geler aussitôt le corps électoral comme il l'a fait est antidémocratique. Là, dans ce cas-là, on peut... C'est pas la dissolution qui devient inconstitutionnelle, c'est le fait d'appeler les modalités d'organisation des élections. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'élection qu'on peut critiquer sur son organisation et donc appeler une invalidation de l'élection. Pour autant, ça ne veut pas dire que la dissolution, elle, est inconstitutionnelle. Ah oui, c'est vrai que la 4e aussi date de l'après-guerre, c'est vrai. Merci Stéphane de rappeler ça, oui. Accessoirement, c'est vrai qu'on a quand même eu deux constitutions de guerres différentes. Mais voilà, donc, dissolution inconstitutionnelle, mais je ne vais pas vous interdire, de toute façon, c'est sûrement pas mon but et ma volonté ici de vous dire que vous n'avez pas le droit de penser que cette dissolution est inconstitutionnelle. Si vous voulez penser, libre à vous. En revanche, pour moi, les arguments sont du côté de elle est constitutionnelle. Donc, voilà. Mais si vous considérez qu'elle est inconstitutionnelle, voilà, va falloir me donner des arguments en face, parce que là, pour l'instant, tous les arguments que je viens de développer avec vous vont vers la constitutionnalité de la dissolution. Voilà. Après, vous pouvez trouver que c'est antidémocratique, que ce soit dans la dissolution, dans l'organisation des élections, dans le résultat ou le non-résultat, le manque de reconnaissance des résultats. Là, c'est libre à vous de penser ça. Intervention régulière du Conseil constitutionnel pour courir au secours de l'exécutif, les détournements de procédures législatives et tous les caprices d'un président tout-puissant. Détournement de procédures législatives, effectivement, ça là-dessus, je suis globalement d'accord. On appelle ça la brutalisation constitutionnelle. Ce sont 2 chercheurs en sciences politiques qui ont conceptualisé le concept. Voilà, l'idée d'utiliser chaque virgule, chaque ligne, chaque article, chaque alinéa de la Constitution pour faire ce que une personne entend faire contre l'avis général et contre la pratique en place. Effectivement, le macronisme a une certaine expérience de brutalisation constitutionnelle, et surtout Emmanuel Macron au premier chef d'entre eux. C'est pas un peu De Gaulle qui a créé la 5e ? Ah c'est pas qu'il a un peu créé, c'est qu'il a littéralement écrit toute la Constitution avec Michel Debré. Voilà, ils se sont mis ensemble dans un bureau et ils en sont ressortis avec une constitution en mode, voilà, on a bossé, voilà le résultat de notre travail, boum, référendum, vous êtes d'accord ? Et hop, ça rentre en place. Donc il a complètement écrite. Hein. Et d'ailleurs, c'est de l'avis général, on dit que la constitution de la 5e République est une constitution taillée sur mesure pour le général de Gaulle. Et c'est pour ça aussi qu'on critique aussi beaucoup la 5e, c'est que maintenant on n'a plus de figure telle que le général de Gaulle, et que donc de fait, l'exercice de la 5e dépasse des statures qui incarnent la présidence de la République. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Alors, De Gaulle à Macron, les outils antidémocratiques de la 5e République. Alors,
Quels sont les outils La de dissolution, 5e? on l'oublie trop souvent, mais c'est l'arme monarchique par excellence. C'est aussi le moyen préféré pour faire un coup d'État. La dissolution monarchique, c'est ce contre quoi nous nous sommes battus pendant la Révolution française, c'est-à-dire la capacité du monarque de convoquer et d'ajourner les chambres à sa guise. D'ailleurs, la Constitution de 1791 ne prévoit pas de dissolution. Autant dire que dans les constitutions révolutionnaires, comme celle de 1700... C'est un peu compliqué de... Bon, bah, je dois troquer ma casquette de politologue, toutologue, pour ma casquette d'historien. On ne compare jamais les constitutions, on ne compare jamais deux éléments historiques, surtout quand ils ont 200 ans de différence. Nom de Dieu, on ne peut pas comparer la constitution de la monarchie constitutionnelle avec la constitution de la Ve République. C'est pas du tout la même chose. On sort d'un État, d'une société d'Ancien Régime où il y a un absolutisme royal, mais malgré tout une demande de liberté d'un côté, avec de l'autre côté une réponse à une crise politique, justement, qui demande à ce qu'il y ait, enfin c'est comme ça que certains l'expliquent, à un besoin de recentralisation du pouvoir. Ça va pas du tout là, ça va pas du tout, je suis désolé, mais ça va pas du tout. On ne peut pas comparer ça, surtout pour s'appuyer sur le pouvoir de dissolution qui n'a pas le même caractère. La dissolution de la Constitution de la Première République, elle dissout la Chambre en entier. Qui êtes-vous ? Merci MDE pour le follow. Il n'y a qu'une seule chambre sous la monarchie constitutionnelle. Vous dissolvez la Chambre, il n'y a plus de pouvoir législatif. Alors que là, sous la Ve République, quand vous dissolvez, c'est uniquement l'Assemblée nationale. Le Sénat, coucou Gérard Larcher, voilà, c'est pour ça que j'aime bien mettre l'emphase sur le Sénat, parce qu'il est là. Et bien le Sénat, lui, il continue de fonctionner. Donc c'est pas du tout pareil. Là, pour moi, c'est un numéro d'équilibriste qui amène qu'une seule chose, la possibilité de se casser la gueule. Là, il n'y avait pas de parlement au sens moderne. Oui, voilà. Parce que j'ai envie de dire, on peut... Allez, faisons une autre comparaison à la con, une comparaison qui va nous emmener dans une situation technique, de dire que sous la monarchie constitutionnelle, le roi a pouvoir de veto, c'est-à-dire que toute loi, peu importe la teneur, qu'elle soit normale, organique ou constitutionnelle, si on comparait avec nos lois d'aujourd'hui, toute loi sortie de la Chambre des députés de la monarchie constitutionnelle pouvait être censurée par le roi. Il n'y avait pas de contrôle constitutionnel, rien du tout. Le roi disait non, c'était nine. Voilà. Il n'y a pas de veto constitutionnel dans la Ve République. Et justement, c'est même l'inverse. On a un Conseil constitutionnel qui vérifie bien que le travail des députés, les travail du législateur dans son ensemble, Assemblée nationale et Sénat, correspondent bien aux attendus de la Constitution, pour ne pas qu'on ait des lois qui aillent à l'encontre de la Constitution et qui donc ne pourraient pas exister, puisque nous sommes dans ce principe d'état de droit, où c'est la Constitution qui prime avant tout, Constitution qui, entre autres, et c'est pour ça que je suis un ardent défenseur de ce principe d'état de droit, Constitution qui sacralise les libertés de l'ensemble des hommes et des femmes qui vivent dans notre République. Voilà. C'est ce qui nous protège. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des comparatifs à la con. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, mais il a manqué. Ne lui faisons pas de quartier, effectivement. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué de faire des comparaisons et qu'on peut pas... On peut, à la limite, comparer la constitution de la 4e et de la 5e pour se dire justement qu'est-ce qui change. Et ça a déjà été fait plein de fois. Mais justement, parce que ça permet d'expliquer une logique historique, de se dire en quoi la constitution de la Ve République répondait à la crise de la guerre d'Algérie, en quoi ça répondait au parlementarisme exacerbé de la 4e République. On peut se poser ces questions-là. En revanche, on ne peut pas comparer la constitution de la monarchie constitutionnelle avec celle de la Ve République. L'une repose exclusivement sur le pouvoir de veto et sur l'absence d'état de droit, là où l'autre fonctionne sur ce principe d'état de loi et donc de vérification du travail du législateur. La dissolution, c'est un pouvoir qui est consacré au président de la République pour arriver à un équilibre des pouvoirs. Vous pouvez critiquer cet équilibre de pouvoir, dire qu'il penche trop en faveur de l'exécutif, dire que le législatif n'a pas assez de moyens de fonctionnement. En revanche,
c'est ce qui permet d'avoir ce principe de séparation des pouvoirs qui est qui est propre aux philosophes des Lumières, qui nous a amenés là 200 ans après. Que la façon de gouverner de Macron soit constitutionnelle ou pas, on le laisse faire. Au Népal, ça ne passerait pas comme ça. Voilà. Et ça, c'est un autre problème. Et c'est ce que j'ai déjà évoqué il y a quelques minutes. Ce mot, cette définition de brutalisme constitutionnel, le fait d'utiliser chaque virgule, chaque article, chaque possibilité qu'offre la Constitution pour arriver à ses fins contre l'avis général. Le fait qu'on fasse passer une réforme des retraites par 49.3 alors que l'ensemble du Parlement, enfin une grande majorité du Parlement et de la société civile, une énorme majorité de la société s'y oppose. Le fait qu'on utilise la force pour réprimer des mouvements sociaux. Tout ça, ce sont des choses qui effectivement nuisent à la sincérité de la Constitution et de l'exercice de la Ve République. C'est prévu, c'est légal, mais ça va contre les intérêts de l'application telle que prévue de la Constitution de la Ve République. Bon, j'ai fait un peu long là-dessus, mais ça me paraissait déterminant de vous rappeler, en tant qu'historien, qu'on ne fait jamais de comparatif sur des périodes de temps qui s'étalent de plus en plus loin. Une comparaison de 5 à 10 ans passe encore. Une comparaison sur 200 ans, c'est le vide abyssal. Une comparaison sur 2000 ans, c'est... Alors là, c'est même pas la peine. En 93, il n'y a pas de dissolution non plus. Le retour de la dissolution dans notre histoire... Eh ben oui. Là, c'est intéressant de comparer la constitution de la monarchie absolue et celle de 1793. Là, c'est intéressant. Elle évoque le fait que en 1793, la Convention nationale ne peut être dissoute. Pourquoi ? On peut se demander pourquoi. De toute façon, on est là pour se poser la question du pourquoi et on ne se laissera pas avant d'y avoir répondu. Eh bien, tout simplement, puisque sous la Convention nationale, eh bien, il n'y a personne en face pour pouvoir dissoudre la Convention. Puisqu'en fait, elle centralise le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et c'est justement ça qui va un petit peu l'amener à sa perte, qui va l'amener au directoire et surtout à l'Empire, le fait qu'on est centralisé dans un lieu deux pouvoirs qui sont vitaux et qui doivent pourtant être séparés pour ne pas être abusés. Eh bien, c'est pour ça qu'on ne peut pas dissoudre la Convention nationale, puisque le législateur, c'est aussi celui qui exécute la loi, puisqu'il nomme parmi ces parlementaires, celles et ceux qui seront ministres en charge d'appliquer les lois votées par la Convention. Mais les ministres viennent de la Convention. Les ministres siègent à la Convention, les ministres votent à la Convention. Donc, il n'y a pas de séparation entre les deux. Et de fait, il n'y a pas une autorité qui soit compétente pour pouvoir dissoudre la Convention nationale. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se dissoudre. Du moins qu'on ne peut pas la dissoudre, à moins qu'elle ne s'autodissolve, ce qui est possible si les 600 et quelques députés de la Convention démissionnaient tous d'un coup. C'était d'ailleurs un scénario qui avait été proposé par un député là, de la 5e juste après la dissolution pour dire on ne peut pas dissoudre, le résultat ne nous convient pas, et venez, on fait 577 démissions, comme ça on réorganise des législatives sans dissolution. Je ne me souviens plus du nom de ce député. Stéphane Vogetta, mais bien sûr que si. Ben voilà, en fait, si, je me souvenais de son prénom. Voilà. Mais grosso modo, voilà, c'est plus facile de comparer la constitution de la monarchie constitutionnelle et celle de 1793 que de comparer celle de la monarchie constitutionnelle avec celle de la Ve République. Voilà, avec 200 ans qui les séparent, l'exercice risque de mal tourner. Même Napoléon n'avait pas osé. C'est en fait la restauration monarchique en 1814 qui réinstalle la dissolution dans notre droit. Là où ça devient intéressant, c'est que dans notre histoire, les dissolutions ratées, plus ou moins constitutionnelles, ont souvent provoqué la chute du régime. Quand le monarque dissout et n'aime pas le résultat, il essaie... Ouais, d'accord, je comprends effectivement l'idée de cette vidéo de Blast qui dit que partant du principe que la dissolution, ici qu'on a vécue en juin 2024, est inconstitutionnelle, ça va provoquer la fin du macronisme. J'ai envie de dire, le macronisme n'a pas eu besoin de faire une dissolution ratée pour se condamner lui-même. Voilà. J'ai envie de dire, là c'est un peu le serpent qui se mord la queue ou le retournement du propos.
d'intervertir la cause et la conséquence, mais ça sert ce qu'ils veulent dire. Donc on va essayer de les écouter et d'essayer de ne pas les interrompre toutes les 10 secondes, parce que sinon on va pas avoir le propos dans son ensemble. Voilà, mais compliqué. Et de redissoudre dans la foulée. C'est le cas le 16 mai 1830 avec une première dissolution suivie des fameuses ordonnances de Saint-Cloud, tentant une nouvelle dissolution qui fait chuter le régime de la Restauration par la Révolution. C'est le cas aussi le 16 mai 1877 avec la tentative de double dissolution du général MacMahon qui marque l'avènement de la Troisième République parlementariste, là, sans révolution. La dissolution du 9 juin 2024 était inconstitutionnelle. Le président de la République n'a pas procédé au... Fais pause sur le truc surligné. Attendez, on va revenir sur... Nouvelle dissolution qui fait chuter le... Alors, étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des collèges électoraux, article 1er, la Chambre des députés des départements est dissoute. Très bien. Très bien. En revanche... Attendez. Donc c'est au nom du roi, sachant que c'est une seconde dissolution à la suite. Ouais. Régime de la Restauration par la Révolution. C'est le cas aussi le 16 mai 1877 avec la tentative de double dissolution du général MacMahon qui marque l'avènement de la Troisième République parlementariste, là, sans révolution. La dissolution... Mais là, c'est la Troisième République. Il y a possibilité de dissoudre. Hein. Faut pas... En fait... Je pense que c'est ça un peu le problème. On voit ça et c'est le plus compliqué quand vous faites de l'histoire, c'est qu'il faut vous sortir de votre propre conception de votre vie courante quand vous faites de l'histoire. Là, clairement, on est en train de voir le prisme en mode nous avons appliqué la Constitution de la Ve République dans toutes ses limites, dans tous ses excès. Regardons ce qui s'était fait ailleurs. Ah, ici, ça fonctionnait pas pareil. C'est compliqué de faire de l'histoire ce qu'on appelle téléologique en partant de la fin. C'est ça que ça veut dire, téléologique. En partant de la fin, c'est assez compliqué, pareil, encore une fois, comme façon de faire de l'histoire. La dissolution du 9 juin 2024 était inconstitutionnelle. Le président de la République n'a pas procédé aux consultations requises par l'article 12 de la Constitution qui prévoit la consultation du Premier ministre et des présidents des deux assemblées. Ouais. Ça me paraît un peu léger, parce que croyez bien que s'il y avait une occasion de sauter sur l'occasion d'annuler la dissolution, tout le monde aurait sauté dessus, et en plus on en aurait entendu parler pendant des mois et des mois et des mois. En plus on a bien la photo, vous savez, il y a une photo très célèbre juste avant la dissolution où vous avez le Conseil des ministres, Gabriel Attal, qui à l'époque est Premier ministre, et on voit sa tronche au moment où en fait il sort de l'entretien avec Emmanuel Macron, et tu vois sa tronche complètement abattue en mode « il va dissoudre, je suis foutu ». Et il avait bien consulté avant Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Par contre, moi je vais poser une question, pour le coup, une vraie question. Attendez, je vais essayer de retrouver la photo. Comment je peux faire ? Je vais faire comme ça. Moi j'ai une question. La Constitution dit qu'il faut consulter les trois acteurs concernés pour pouvoir dissoudre. En revanche, est-ce que la Constitution indique qu'il faut expressément, obligatoirement, et que ce soit mentionné, parler du fait de dissoudre ? Parce que si je te reçois en rendez-vous, moi je suis président de la République, si je te reçois en rendez-vous, que je te dis « Ah, t'as passé une bonne journée ? Oui, non, voilà, fin de l'entretien », est-ce que ça compte comme une consultation ou bien non ? Est-ce qu'il peut juste consulter par SMS ? Sachant que oui, voilà, la Constitution, elle prévoit pas ça. De base, puisqu'elle a été écrite en 58. Mais il l'a fait, il leur a dit. Alors, attendez, je suis sur la photo. Voilà. Oh, je l'ai. Tac. Attendez, j'isole la photo. Si on m'y autorise. On m'y autorise pas, très bien. On va faire autrement. Hop. Attendez, ça prend un peu de temps. Voilà. Tac.
Voilà la photo en question. Donc vous avez le Conseil des ministres, coucou Yael Braun-Pivet qui est là. D'ailleurs, c'est même pas un Conseil des ministres, c'est une réunion politique classique. Et alors, c'est un peu flou, mais regardez la tronche de Gabriel Attal. Il est au 36e dessous. Le gars, il sait qu'il est plus Premier ministre. Et ça... Et pareil, Yael Braun-Pivet, on revient pas assez sur Yael Braun-Pivet, mais elle est en mode, ok, bon bah foutu pour foutu. Ah oui, les chonchons, hein, Gabi, ouais. Et celle de Darmanouille. Bah, là c'est pas le sujet. En fait, ils sont pas. À ce moment-là, on sait qu'ils sont pas en train de parler de la dissolution, puisque c'est une réunion à huis clos. Pour que la photo soit prise, c'est que soit c'est le service presse de l'Élysée ou service com, soit c'est comment dire des photos avec des journalistes. Donc on sait que c'est pas ce qui est en train d'être abordé. Mais on comprend bien que le coup près vient de tomber. Je vais dissoudre. J'attends pas le résultat des européennes. Je vais dissoudre. Et donc, on voit vraiment la tête de Gabriel Attal qui prend 15 ans de plus. Hein. Là, il prend 15 ans sur cette photo. Voilà, ça lui tombe dessus. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Si, oui, donc, voilà. On voit Yael Braun-Pivet. Il y a Gabriel Attal. Il y a eu les consultations. Et je me souviens, moi, avoir entendu plus tôt dans la soirée qu'il y avait Gérard Larcher qui était passé taper la discute à Emmanuel Macron. Donc, pour moi, j'ai vraiment du mal avec cet argument-là. Pour moi, il repose sur rien. Qui prévoit la consultation du Premier ministre et des présidents des deux assemblées. Marx disait que l'histoire se répète toujours deux fois, la première comme tragédie, la seconde comme farce. Et donc, nous attendons avec impatience la deuxième dissolution farce, pourquoi pas le 16 mai 2026, et cette fois peut-être avec une révolution derrière ? Ah oui, donc c'est ça, c'est un appel à la dissolution. Le Cornu 1, 50 400 secondes, grâce à lui, j'ai le meilleur Théo du Twitch Game. Ah, faudrait faire un truc comme ça, une commande pour Théo selon un algorithme de gouvernement Le Cornu. Ouais, je suis pas sûr que s'il y avait une nouvelle dissolution, ce serait une farce. J'entends par là que là, on peut pas. On est en pleine période budgétaire et prendre ça, c'est prendre le risque de ne plus avoir de budget qui soit un minimum étudié par le Parlement. Ensuite, il y a les municipales. Et après, ça pénaliserait l'élection présidentielle de 2027 puisque il ne pourrait être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit le résultat d'une élection législative. Donc, ça voudrait dire que celui qui dissoudrait juste avant les élections présidentielles se retrouverait avec une majorité ou une absence de majorité, quelle qu'elle soit, pendant un certain temps, empêchant de fait le ou la personne qui sera élue présidente de la République de pouvoir mettre en place son programme sur les premiers mois de l'année, et ce qui la forcerait en plus à refaire une dissolution pour réorganiser des élections. Donc bref, c'est provoquer le jeu cynique de la dissolution sur dissolution, ce que justement ces deux personnes sont en train de critiquer, de dire que voilà, les dissolutions sont le fait du roi et sont antidémocratiques. Bah oui, mais il n'empêche que redissoudre après les municipales, c'est invité à refaire une nouvelle dissolution dans la suite. Et donc, je ne suis pas sûr que le résultat leur plairait davantage. Mais ça, ce n'est qu'une supposition de ma part. Notre caractéristique particulière de la 5e, c'est aussi son hyper-présidentialisme construit très consciemment par De Gaulle. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets. Pour y parvenir, il impose... Ça, effectivement, c'est quelque chose qui a été décrit par de nombreux docteurs en droit constitutionnel, voilà, des juristes constitutionnels, de dire que la 5e République, c'est l'hyper-présidentialisation, c'est la concentration de beaucoup plus de pouvoir dans les mains du président de la République. Il n'y avait pas une date sur le discours de Bayeux, 16 juin 46. C'est pas 46 le discours de Bayeux ? Vous me mettez le doute là. Vous me mettez le doute sur le discours de Bayeux. C'est 44. Il y en a peut-être eu un deuxième. Attendez, on va fact-checker.
fact-checker. Hop, discours de Bayeux. Hop, fact-checking en direct. Discours de Bayeux, 1946. Je suis sur le site. Oh là, je suis sur le site de l'Élysée. Ouais. Donc il y en a eu un le 14 juin 44 et il y en a eu un autre le 16 juin 1946. Bayeux, capitale de la France pendant quelques temps, effectivement. De promulguer les lois et de prendre les décrets. Pour y parvenir, il impose en octobre 62 un référendum qui a approuvé le suffrage universel pour l'élection du chef de l'État. Le 1er juin, l'Assemblée nationale investit le général de Gaulle à 329 voix contre 224. Oh, par contre, la régie caméra, tu voyais que c'était encore que c'était des caméramans qui tenaient la caméra, hein, parce que vu comment ça tremble, devient ainsi le dernier président du Conseil de la 4e République. Le lendemain, les députés lui octroient les pleins pouvoirs, comme il l'avait demandé, pour qu'il puisse rédiger une nouvelle constitution. Le but de la manœuvre, c'était de conférer la même autorité à l'Élysée et au Parlement, dorénavant tous les deux élus au suffrage universel. Oui, effectivement, le référendum de 62 qui n'aurait même pas dû avoir lieu. Ça, effectivement, c'est un coup d'État, il est anticonstitutionnel, il n'aurait dû jamais avoir lieu et être sanctionné dès que l'idée avait été émise. Ça, là-dessus, on est d'accord là-dessus, sur le référendum de 62. Mais avec des pouvoirs encore plus étendus pour le président de la République. Faut donc bien comprendre que le principe de séparation des pouvoirs, dont on nous parle comme un grand garant du caractère démocratique du régime, déjà est très fictif et en pratique n'a absolument pas pour but de protéger le Parlement contre la puissance du roi. Cette séparation des pouvoirs doit au contraire protéger l'exécutif et le placer hors des atteintes du pouvoir du Parlement. En bref. Ouais, je vois ce qu'ils veulent dire, effectivement, puisque la Constitution de la Ve République dispose que le président est intouchable d'un point de vue des instances, et que donc le Parlement et en substance l'Assemblée nationale est responsable devant le président de la République, mais qu'en échange, pour un petit peu avoir un minimum de réponse entre les pouvoirs, que c'est le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui est responsable devant l'Assemblée nationale, puisqu'il peut être censuré à tout moment. Et ça, là-dessus, les motions de censure, on commence à avoir un petit peu l'habitude ici. Donc c'est un jeu d'équilibriste pour placer le président de la République, l'Assemblée nationale et le chef du gouvernement dans un triptyque qui fonctionne où l'un peut être responsable devant l'autre sans pour autant perturber l'exercice normal du pouvoir de la République. La Ve République assure, comme jamais auparavant dans les démocraties libérales, l'exercice d'un exécutif tout-puissant et la domination d'un président intouchable et irresponsable. Alors, le président intouchable, effectivement. Pour autant, un exécutif... c'était quoi les mots qu'elle avait dit ? La Ve République assure, comme jamais auparavant dans les démocraties libérales, l'exercice d'un exécutif tout-puissant et un exécutif tout-puissant. Là, encore une fois, c'est à nuancer, puisque selon, en tout cas, le principe de la Ve République, il y a le fait majoritaire qui accompagne ça. Donc, de fait, normalement, le gouvernement a la majorité pour agir. Là où ça a changé, c'est effectivement avec la dissolution. Le fait qu'on s'est retrouvé avec une assemblée tripartite, et donc, de fait, un gouvernement qui a des moyens plus limités. Je ne dis pas qu'il n'a pas les moyens, mais le gouvernement a des moyens plus limités. La seule personne qui n'est pas impactée par la dissolution, c'est le président de la République. En revanche, l'autre partie du pouvoir exécutif, le gouvernement, lui, est quand même impacté par le manque de majorité à l'Assemblée nationale. Donc en fait, je vais enfoncer une porte ouverte tellement fort que je peux réclamer un doctorat là-dessus, mais la Ve République est faite pour fonctionner avec le fait majoritaire. C'est un couple qui doit fonctionner ensemble. Ve République égale fait majoritaire. Si vous enlevez d'une quelconque façon, d'un quelconque moyen, le fait majoritaire à la Ve République, eh bien la Ve République a plus de difficultés à fonctionner. La domination d'un président intouchable et irresponsable. J'ai pris mes responsabilités. En précipitant la crise politique. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même en minorité à l'Assemblée, le gouvernement peut continuer à imposer ses contre-réformes détestables. On est bien d'accord, hein. J'entends pas par là que le gouvernement est pieds et mains liés comme le serait un chancelier allemand au Bundestag où si sa majorité vole en éclats, c'est fini et on appelle à de nouvelles élections.
Non, parce que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc le gouvernement a toujours des artifices, et on est en train de les voir se déployer, notamment sur le budget, pour passer malgré l'absence de vote, l'absence de majorité des députés à l'Assemblée nationale. Il y a toujours des artifices, des petits subterfuges de la Constitution qui garantissent au gouvernement le fait de pouvoir appliquer sa version finale. En revanche, il y a toujours un moyen d'annuler tout ça. Et c'est pour ça que le gouvernement n'est pas tout puissant pour autant. Le gouvernement a des moyens très importants. Mais j'entends par là que pour moi, il y a un élément sur lequel le gouvernement repose, un petit peu son pied d'argile, c'est qu'il est censurable. Et qu'on l'a déjà vu. Par plusieurs fois. On a vu Michel Barnier être censuré, on a vu François Bayrou être censuré. Donc tout ça tient tant que l'Assemblée nationale ne réunit pas une majorité absolue de députés en faveur de la censure. Tant que ces conditions ne sont pas réalisées, effectivement, le gouvernement dispose de moyens très étendus pour pallier à l'absence de majorité à l'Assemblée. En revanche, si jamais effectivement le gouvernement réunit contre lui une majorité de députés, bah tu prends tes clics et tes claques et tu bouges, quoi. Voilà. Et c'est quand même l'exécutif qui a gagné au final, parce que la dissolution n'est pas la fin de l'histoire. Oui, parce que ça continue. Donc ça là-dessus, comme je disais, le président, lui, n'est pas touché par la dissolution. C'est bien pour ça que l'exécutif en sort quand même globalement pas très touché. C'est l'autre partie de l'exécutif, le gouvernement, qui lui a été plus impacté, quand bien même on s'est retrouvé dans une situation où on reprend les mêmes et on recommence. Et là, on rentre dans une logique de critique du résultat ou du manque de reconnaissance des résultats des élections qui ont eu lieu en juin et en juillet. Et ça, par contre, c'est un autre sujet. Exemple, en 55 jours, Elisabeth Borne a eu recours 23 fois à l'article 49.3, notamment pour faire... il y a une petite vidéo qui tourne, qu'on se met un petit peu de temps en temps en stream là-dessus, sur le jingle de dissolution de Babette. Définitivement et sans vote le projet de loi de réforme des retraites rejeté par l'immense majorité de la population. Vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. De la même manière, elle aura survécu à une trentaine de motions de censure. On voit en pratique comment ces outils permettent d'imposer la seule volonté du président en roulant sur la totalité des autres institutions. Les 49.3 à répétition, l'adoption du budget par ordonnance et la marginalisation totale du Parlement ne sont donc pas des dérives. Ils donnent à voir le fonctionnement le plus parfait de la Ve République. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. On a déjà abordé le sujet, mais je ne suis pas complètement d'accord avec elle. Oui, il y a une logique de pouvoir législatif subordonné au pouvoir exécutif, clairement, et c'est dans l'ADN de la Ve République. Pour autant, je considère, et c'est peut-être un petit peu moi ce que j'appelle de mes voeux, au fait que le Parlement a quand même une petite, très légère malgré tout, marge de manœuvre, et que, par contre, je souhaiterais, par une réforme constitutionnelle, que cette marge de manœuvre soit renforcée, justement, pour arriver à un meilleur équilibre de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Je n'ai pas tout, je dis pas que ce serait le régime parfait. Moi, c'est mon point de vue sur la question. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, d'ailleurs. Ça se voit aussi dans le fonctionnement du Conseil constitutionnel. À force de répéter qu'il est composé de sages, certains y croient. À force de répéter qu'il est le garant de la démocratie, certains y croient. En fait, le Conseil... il n'est pas le garant de la démocratie, il est le garant de l'application de la Constitution. Il doit vérifier que ce qui sort du législateur est conforme à la Constitution. Il n'est pas le garant de la démocratie. Mais est-ce que c'est possible, malgré l'exécutif, ça, d'avoir un meilleur équilibre de pouvoir entre l'exécutif et le législatif ? Je dirais que quand il y a une voie, il y a un chemin. Voilà. Et que si jamais il y a une majorité dans le pays ou dans les assemblées qui serait plus partant pour un rééquilibrage des pouvoirs
et donc une réforme constitutionnelle, ça pourrait voir le jour. Ce qui est certain, c'est qu'en substance, aujourd'hui, dans le paysage politique, très rares sont celles et ceux qui veulent une réforme de la Ve République, ou même carrément un changement et un passage à une Sixième République. Voilà, surtout sur l'aspect de séparation et d'organisation des pouvoirs. Majorité pour virer la réforme des retraites, de moins dans la population et au Sénat. Le Sénat fout-il la merde comme le PS ? Ça, je vous laisse seul juge de ça. Parce qu'on pourrait dire que, vous voyez, à l'instar du président de la République qui est pas concerné, intouchable par les actions du législatif, il y a une chambre qui, elle, est intouchable par les actions de l'exécutif, c'est le Sénat. On ne peut pas dissoudre le Sénat. Et le Sénat continue de siéger, qu'il y ait un gouvernement ou pas. Donc il y a un peu, de chaque côté, un intouchable du fonctionnement de la Ve République. Ah, l'Assemblée nationale. Alors, c'était quoi la question ? Vous pouvez répéter la question ? Ah, le Sénat fout-il la merde comme l'Assemblée nationale ? Ah oui, d'accord, c'était ça qu'il fallait comprendre. Traditionnellement, non. En revanche, disons qu'avec les municipales qui arrivent là en mars 2026 et les sénatoriales qui vont suivre dans la foulée en septembre, eh bien, disons que la tradition du Sénat tranquille pourrait partir dans une autre direction. Le Conseil constitutionnel n'est le garant que de la Constitution, pas de la démocratie. Et encore. Bah oui, mais pardon, mais là j'en appelle aux constitutionnalistes, puisque moi je ne le suis pas. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution que le Conseil constitutionnel est le garant de la démocratie ? Pour moi, il est le garant de la Constitution. C'est pas le Conseil démocratique, c'est le Conseil constitutionnel. Donc là, je me pose une question. La question était si un meilleur équilibre peut être instauré entre exécutif et législatif malgré l'exécutif. Ben non, sinon ce serait un organe politique. En plus, oui, c'est censé être un organe de droit. En moins de la démocratie sociale. Le Conseil a été pensé comme un chien de garde de l'exécutif par Michel Debré, un canon braqué sur le Parlement. L'objectif, dès le départ, était d'empêcher le Parlement de légiférer ou encore l'empêcher de trop contrôler l'exécutif. Le rôle du président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Et il les règle, non pas tant par ses pouvoirs propres de décision, mais par le fait qu'il sollicite la décision du Conseil constitutionnel ou qu'il sollicite la décision par référendum ou par dissolution. Et il remplit très bien son rôle. En 1961, lorsque De Gaulle prend les pleins pouvoirs grâce à l'article 16 pour pouvoir déroger à la Constitution, non seulement le Conseil... Bonjour Ribose. La démocratie ne se déclare pas, c'est normalement le résultat de la prise en compte des demandes des électeurs. Ouais, voilà. Voilà, effectivement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un peu galvaudé de dire que ça repose sur rien du coup, de dire que le Conseil constitutionnel est garant de la démocratie, ou je sais plus quoi là, j'ai déjà oublié la formulation, c'est terrible, hein. Je suis un papillon aujourd'hui. Encore une fois, là, ça repose. Il y a peut-être eu une application, mais pour moi, j'ai jamais entendu. Mais pour moi, ils peuvent parler de république à la rigueur. On est d'accord. Pour moi, et corrigez-moi si je me trompe, je n'ai jamais entendu quelqu'un qualifier le Conseil constitutionnel de garant de la démocratie. Je n'ai jamais entendu ça. Et là, je m'interroge, parce que d'où leur vient cette idée-là ? Parce qu'elles ont travaillé là-dessus, elles se sont renseignées, elles ont trouvé des sources. Pourquoi parler de ça ? C'est peut-être effectivement que ça a été mentionné plusieurs fois. Jamais entendu ça non plus. Ok, bon. Je vous invite dans le chat à me confirmer si ça vous semble plausible ou pas d'avoir entendu parler de ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai raté un épisode, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que je fais que de les descendre, alors que pourtant, il y a certains arguments sur lesquels je suis d'accord avec. Et c'est dommage, parce que je prends 20 ans pour expliquer pourquoi il y a des choses qui me font tiquer, et ça m'empêche de prendre du temps pour dire les choses sur lesquelles je suis d'accord.
La démocratie n'est-elle pas un impératif de notre République? Si ce n'est pas le cas, c'est un problème. Nos politiques font aussi la confusion. Je ne sais pas si c'est volontaire. Ah ouais. Ça, il ne dit rien, mais il est d'accord. Quand De Gaulle utilise ce même article 16 pour prolonger l'état d'urgence de manière indéfinie, le Conseil, là encore, est d'accord. D'ailleurs, la généralisation de l'état d'urgence dans notre droit doit beaucoup au Conseil constitutionnel. En même temps, c'est pas le rôle du Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel, il est saisi pour avis. Il rend juste un avis. Et que de toute façon, que l'avis soit favorable ou défavorable, eh bien l'article 16, il continue de s'appliquer. Néanmoins, et c'est là qu'il faut toujours garder de la prudence par rapport à l'article 16, c'est que dans la mesure où elles sont en capacité de se réunir, le président qui active l'article 16 ne peut pas empêcher aux assemblées de siéger, l'Assemblée nationale, le Sénat et même finalement le CESE. Mais qu'est-ce que je veux dire ? J'ai perdu mon fil. Donc oui, voilà, c'est pas le rôle du Conseil constitutionnel d'empêcher le président d'utiliser l'article 16. Le Conseil constitutionnel, il doit se déclarer dans les 2 mois qui suivent l'application de l'article 16, si je me souviens bien, de son avis sur est-ce que ils y sont favorables ou pas à l'utilisation de l'article 16. Sachant que s'ils y sont favorables, bah, ça change rien, et puis s'ils y sont défavorables, bah, ça change rien. Voilà, concrètement. Donc c'est là les limites sur l'explication du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel rend des avis par rapport au travail du législateur en conformité ou non avec la Constitution. C'est ça qu'il vérifie. C'est pas est-ce que c'est démocratique, c'est pas est-ce que c'est pour le bienfait de l'humanité. C'est simplement est-ce que oui ou non ça correspond à la Constitution. Attends, j'ai pas compris ta question, Piratata. Parce que c'est écrit dedans que ça garantit les conditions de la démocratie. Au pire, on va regarder ça. Tac. Rien n'empêche Macron de mettre en œuvre un contexte justifiant de virer les élections présidentielles et de rester en place. Alors, il peut le mettre en œuvre, mais ça va être très compliqué. Parce que les conditions pour activer l'article 16, elles sont galères. Hein. Et qu'à partir du moment où les conditions ne sont plus réunies, eh ben c'est fini. Donc il faut arriver à mettre en place une crise politique telle qu'on en arrive à l'activation de l'article 16 et de maintenir les conditions, parce que normalement l'utilisation de l'article 16, c'est pour au contraire rétablir la situation et de ne plus l'utiliser. Donc ça, c'est compliqué. Alors, Conseil constitutionnel, hop. J'avais prévenu que voilà, la vidéo fait 28 minutes, on est parti pour 4 heures. Hein. Est-ce qu'on a un truc sur le Conseil constitutionnel? Le Conseil. Mais même si on était en guerre contre la Russie, en soi, ça ne suffirait pas d'utiliser l'article 16, puisqu'il faudrait que le fonctionnement des organes réguliers du pouvoir soit perturbé. Entrer en guerre, ça n'empêche pas aux assemblées de se réunir et de travailler. Alors... je trouve rien sur le Conseil constitutionnel garant de la démocratie. Alors... Ah voilà, le Conseil, merci Oximus, a été institué par la Constitution du 4 octobre 58. Sa création constitue une innovation dans l'histoire constitutionnelle française. Il veille au respect de la Constitution et notamment des droits et libertés qu'elle garantit. Tout ça en accord avec la Constitution. Parce qu'à partir du moment où la Constitution ne garantirait plus les droits et libertés des individus, eh bien dans ce cas-là, le législateur peut tout à fait faire des lois qui oppriment des individus et qui nuisent à leurs droits et libertés, puisque ce ne serait plus constitutionnel. En attendant, en l'espèce, comme c'est constitutionnel, eh bien c'est ce que le Conseil vérifie.
Ah oui, référence au QPC. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas des recours pour inconstitutionnalité de la loi actuelle de l'état d'urgence ? Oui, il y en a eu. Et nous sommes prononcés, nous regardons l'article de la loi qui est contesté et nous disons oui ou non elle est constitutionnelle. Et nous avons eu plusieurs recours. Donc il y a un contrôle du Conseil constitutionnel. On peut dire qu'il est la caution, voire l'alibi de l'état d'urgence. C'est par sa décision Nouvelle-Calédonie de 1985 qu'il a donné carte blanche au gouvernement. Je cite, « Rien ne s'oppose dans la Constitution à ce que le législateur crée de nouveaux états d'urgence. » Attendez, on va lire. Alors, décision du 23 août 85, le Conseil décide, article 1er, la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie est déclarée conforme à la Constitution. Article 2, la présente décision sera publiée au journal officiel de la République française. Bah, encore une fois, c'est un contrôle de constitutionnalité. C'est pas un garant de respect de la démocratie. On peut, encore une fois, et si ça vous ulcère, vous pouvez vous présenter à des élections. Ton son à toi est moins fort que la vidéo. Ah, diantre. Ah, ça c'est dommage. Ah, parce que je suis plus en face du micro. Bah là, ça alors. Vous pouvez vous mobiliser pour aboutir à une réforme constitutionnelle qui changerait le rôle du Conseil constitutionnel et qui lui adjoindrait des missions supplémentaires, notamment de veiller à la garantie de la démocratie, qu'elle soit bien respectée. Enfin voilà, vous pouvez lui rajouter toutes les missions que vous voulez. Mais c'est pas sa mission dans cette Constitution. Donc en fait, bah, c'est juste, comme l'a dit Laurent Fabius, vous avez une loi, vous avez la Constitution. Est-ce que en comparant les deux, c'est constitutionnel? Si oui, c'est intégré. Sinon, c'est retoqué. C'est ça le Conseil constitutionnel. Rien de plus. Ça ne peut être rien de plus, puisque du coup, c'est régi par la Constitution. Rien ne s'oppose dans la Constitution à ce que le législateur crée de nouveaux états d'urgence. Ah oui, alors on dit dans les cours de droit que la mission du Conseil, c'est de garantir les droits et libertés. Alors oui, mais pas n'importe lesquels. Son droit préféré, c'est le droit de propriété. En vertu des articles 2 et 17 de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré. Rien que... Bah oui, et c'est dans la Constitution. Donc si vous voulez enlever la constitutionnalisation de la liberté de la propriété, bah vous réformez la Constitution. Il est là le nœud du problème. C'est tout à fait naturel de vouloir changer les institutions pour en faire quelque chose qui vous corresponde plus. Je vous l'ai dit, moi je suis favorable aussi à une réforme institutionnelle qui rééquilibre les pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Vous avez le droit de dire que le Conseil constitutionnel ne remplit pas le rôle que vous aimeriez qu'il remplisse. En substance, vous ne pouvez pas dire qu'il ne remplit pas son rôle tout court, puisqu'en fait c'est littéralement ce pourquoi il remplit son rôle. Vous pouvez dire il ne remplit pas le rôle que j'aimerais qu'il remplisse. Vous ne pouvez pas dire « il ne remplit pas son rôle ». Vous avez le droit. Voilà, ça y est, je suis en train de prendre exemple. Depuis qu'on s'est alliés sur le Légis Quiz chez Hugo, ça y est, c'est fini. Voilà. Et je vous dis ça, je suis même pas juriste. C'est tout simplement ce que j'ai appris en côtoyant et en écoutant ce qui se disait. Voilà, il y a une différence entre vouloir ce que les institutions deviennent et les observer telles qu'elles sont dans l'état actuel. Alors je sais que moi, de mon côté, je fais un petit peu le casse-couille pessimiste qui dit bah, on peut rien changer parce que c'est comme ça. C'est pas tout à fait vrai. Je suis plus en train de vous dire qu'on peut changer les choses. Pour autant, elles sont dans l'état actuel ce qu'elles sont. Ça. Et donc depuis les années 1970, on a vu le Conseil empêcher les nationalisations, consacrer la liberté d'entreprendre, toujours plus contre les droits sociaux. C'est la garantie des droits de l'homme, mais pour les entreprises. Pas étonnant quand on voit que jusqu'à récemment, il y avait parmi ses membres un ancien PDG d'AXA, par exemple. Comme juriste et avocat, déconstruire ce que Laureline Fontaine appelle le catéchisme du Conseil constitutionnel, ça n'est pas qu'un débat d'idées. Ça relève de notre responsabilité, car cette illusion, elle a des conséquences politiques concrètes du point de vue de la défense des intérêts des classes populaires. Par exemple, pendant la lutte contre la réforme des retraites, des centaines de milliers de personnes ont cru que le Conseil constitutionnel pouvait censurer la réforme. Effectivement, on peut dire qu'elle a été rendue contrairement aux apparences nécessaires de l'impartialité, qui est normalement un principe qui doit guider la justice. Dans cette décision, nous avions deux... Elles n'ont pas tort de dire que les décisions du ECC sont parfois arbitraires et carrément biaisées. Bien sûr, bien sûr. Et je dis pas le contraire.
Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que, en substance, le Conseil fonctionne et il est prévu comme ça pour fonctionner. Pour, par exemple, sacraliser le droit à la société. Le fait est que si vous voulez changer le Conseil constitutionnel, il faut passer par une réforme constitutionnelle ou alors carrément, parce qu'il n'y a pas que ça. Vous faites une révolution, vous prenez les armes et vous renversez le pays. Voilà, il y a des solutions. Je dis juste que il accomplit son rôle. Je crois que c'est sur le problème du rôle qu'il y a différent de dire que le Conseil constitutionnel, c'est de veiller à la Constitution. On peut aussi le comprendre comme la Constitution étant antidémocratique, le Conseil a pour rôle de veiller à maintenir une politique antidémocratique. Ok. Là, ça s'entend, effectivement. De dire que la Constitution étant antidémocratique, le Conseil constitutionnel devient un organe de surveillance de ce régime antidémocratique. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez transformer ce système, eh bien, révision constitutionnelle ou révolution. Voilà, vous avez deux choix. Vous avez la pilule rouge, la pilule bleue, la révolution ou la législation. Chacun fait son choix en son âme et conscience. Je ne suis absolument pas là pour vous dire comment faire. Voilà, mais le changement est possible. Voilà. Je tiens surtout pas à dire, parce que ce serait très, très malvenu de ma part de dire que je suis favorable à la Constitution de la Ve République, que je suis favorable au statu quo, qu'il ne faut surtout pas changer aux institutions. C'est juste qu'il faut s'en donner les moyens. Et voilà. Et donc ça peut être soit une majorité au Parlement et au Congrès, soit une majorité qui prenne le pouvoir dans la rue. Voilà. Et vous avez le droit de vouloir le changement, comme l'expliquent justement les journalistes. Deux personnes qui pouvaient être dites avoir un conflit objectif avec la loi qu'ils jugeaient, puisque l'une avait déjà défendu en tout cas, le premier projet de réforme des retraites sous la présidence d'Emmanuel Macron, Jacqueline Gourault, et Alain Juppé, de son côté, avait lui porté et fait adopter une réforme des retraites qui avait aussi entraîné un conflit populaire très fort. Or, mettre notre destin entre les mains de cette institution, c'est le meilleur moyen de liquider tout le rapport de force d'une grève nationale. Autre exemple, le Conseil constitutionnel a certes censuré les amendements de droite portés par le Sénat à propos du très raciste projet de loi immigration 2024, mais le résultat de la manœuvre, ça a été finalement de permettre au gouvernement d'appliquer son projet de loi initial et donc de lui conférer une autorité démocratique. Le Conseil a volé au secours de l'exécutif et lui a offert la possibilité d'appliquer sa loi exactement comme il l'avait voulu. Comprendre cette... Oui, parce que, encore une fois, le Conseil est prévu pour surveiller l'application des lois au regard de la Constitution. Voilà. Tant que la Constitution sera comme ça, le Conseil continuera d'agir comme ça. Voilà. Le plus jeune membre du Conseil constitutionnel a 63 ans. Les autres ont l'âge de la Ve République. Au nom de Dieu. 63 ans. Oh bah, j'ai encore quelques trimestres de retraite à accumuler avant de pouvoir siéger au Conseil constitutionnel, moi. Une dynamique concrète implique d'en finir avec l'espoir que le Conseil aille plus loin ou exerce un vrai contrôle. Alors en 1995, vous aviez validé les comptes de campagne de Jacques Chirac alors que vous saviez qu'ils étaient faux. Vous avez déclaré plus tard que par ce geste, vous sauviez la République. Vous le pensez toujours ? Ça, c'est intéressant. Voilà, le fait que là, le Conseil constitutionnel valide les comptes de campagne de Jacques Chirac, alors qu'ils étaient faux. Là, par contre, il y a un vrai problème sur l'exercice du Conseil constitutionnel. Là, c'est intéressant. Oui, en effet. Et pour quelle raison ? J'ai voulu à ce moment-là, moi, à mon niveau, faire un petit coup d'état personnel. Ou encore, la proposition la plus... Là, c'est compliqué. Voilà. Là, effectivement, c'est compliqué. Surtout avec la défense en carton de l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui, normalement, n'aurait pas dû agir dans l'idée de se faire son petit coup d'état personnel, justement. Voilà. Là, c'est compliqué. Et là, clairement, le rôle du Conseil constitutionnel est à remettre en cause sur cette application-là. Pour le coup, là, c'est légitime.
côté de la plaque, assez naïve, que les membres soient finalement de vrais juristes avec des qualifications de juristes. Parce que quelle que soit leur qualification, ça ne changera pas l'ADN du Conseil qui est fondamentalement antisocial. De façon générale, la pratique autoritaire du pouvoir à laquelle on assiste depuis 10 ans percute un récit bien ancré. Celui selon lequel la Ve République serait un grand régime démocratique et indépassable. Emmanuel Macron avait dit « Au fond, 1958 referme la quête du bon gouvernement. » C'est typique de la pensée d'État, du roman national. C'est ce qu'on enseigne à l'école, au lycée, à la fac. Là, je suis entièrement d'accord avec elle. L'idée que voilà, la Ve République aurait parachevé le régime idéal, absolument pas. D'ailleurs, il n'y a pas de régime idéal. Il n'y a que des régimes qui sont prévus pour fonctionner face à des attendus et des besoins précis. Et à partir du moment où ces besoins sont résolus, le régime doit changer pour s'adapter à de nouveaux besoins. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sacraliser la Constitution d'octobre 58, et c'est pour ça qu'elle a déjà été de nombreuses fois en fait réformée. Et qu'en tant que telle, on n'est même plus en Ve République tellement la Constitution a été réformée. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là, attendez. Je verrai ça après le live. Bon, voilà. Donc, un régime doit évoluer. Et il ne faut surtout pas se cantonner au fait de vouloir se dire il faut maintenir la Ve République. J'ai bien envie de dire qu'avoir autant de personnes âgées dans un groupe décisionnaire est un problème en soi, mais ça relève que de moi sur ce coup-là. Alors, à la fac, pour que ça passe, il faut avoir recours au merveilleux argument suivant. La 5e, oui, ce n'est pas très démocratique, mais c'est le pire régime à l'exception de tous les autres. Et donc, on va enseigner comment l'Assemblée unique, par exemple, pendant la Révolution, c'est la dictature des têtes coupées sous le nom du régime d'Assemblée. On va enseigner que la 3e et la 4e République... Effectivement, ça c'est galvaudé, puisque c'est instrumentaliser l'histoire pour justifier le directoire, et surtout du coup le passage à l'Empire ensuite, ce qui n'était pas le cas. La situation était bien plus complexe, comme j'avais commencé un petit peu à vous l'esquisser dans mon analyse des constitutions, de la monarchie constitutionnelle et de la Convention nationale. Au brevet, j'avais sorti qu'on était à la 6e République parce que les socialistes avaient modifié la Constitution pour ajouter le mariage pour tous. J'ai pas eu 20 sur 20. Elle s'appelle toujours Constitution de la Ve République, mais à partir du moment où on révise la Constitution, en fait, on est censé dire qu'on a changé de République, en fait. Voilà. Parce que à partir de quel moment considère-t-on que on n'est plus dans la Ve République ? C'est un petit peu comme une logique transhumaniste, finalement, de dire à partir de quel moment considère-t-on qu'on est encore humain ou plus du tout à force qu'on nous change les pièces. Voilà. C'est dans la Constitution. De quoi qui est pas ? Qui était faible, instable, et que finalement le meilleur régime c'était celui de Bonaparte. Tout ça pour en venir à la 5e, on ne peut pas faire mieux, vraiment, c'est le régime parfait. Enfin, sauf de temps en temps, quand le peuple perd la raison, type Révolution française. Cette constitution représente l'avènement d'un régime qui combine la liberté et l'autorité, l'ordre et le pluralisme, la démocratie et l'unité dans un mélange heureux, français, républicain. Alors, là, voilà, c'est une succession de mots qui ne veulent rien dire, utilisés par Emmanuel Macron pour invoquer des sentiments, pour faire croire justement, pour donner de la validité à son discours, pour lui donner de l'envergure, de la profondeur, mais il ne dit strictement rien. Il allie des choses qui sont pratiquement antinomiques, et normalement, en fait, les gens auraient dû l'interpeller pour lui dire Manu, tu peux t'arrêter de dire des conneries comme ça, parce que, je veux dire, à la fac, moi, je fais ça. Le prof devant lequel je passe, il m'interrompt tout de suite. Un apprenant en formation qui passe devant moi et qui me sort ça, je l'arrête tout de suite aussi. Voilà, parce que ça, c'est d'une banalité affligeante. Ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien sinon qu'à occuper l'espace. Pourquoi est-ce que la Ve République est défendue dans les médias, sur les plateaux télé ? Parce que les invités sont des constitutionnalistes, donc juristes, et légitimistes de la 5e. Parce que la quasi-totalité des partis sont obnubilés par l'élection présidentielle et qu'ils ne veulent en aucun cas, du moins,
avant la présidentielle ont changé. Je suis d'accord avec ça. Ça produit une mythologie qui masque les origines du régime et, pour reprendre les termes de l'historien Gray Anderson, produit une amnésie de la genèse. Car la réalité, c'est que la Ve République s'est construite sur un coup d'État comme une réaction au déclin stratégique de l'impérialisme français et pour mater la contestation sociale dans l'Hexagone. La Ve République est née 2 fois dans 2 inconstitutionnalités, c'est-à-dire 2 viols de la Constitution, et toujours sous état d'urgence. En 1958, le retour au pouvoir de De Gaulle se fait dans des circonstances encore aujourd'hui très troubles. C'est par la démission du président du Conseil Pierre Pflimlin sous la menace d'un coup d'État militaire préparé depuis l'Algérie dans le cadre de l'opération Résurrection. Une fois arrivé au pouvoir, déclaration d'état d'urgence et révision inconstitutionnelle de la Constitution de la 4e. Et puis ensuite, alors là, j'ai pas le lore sur la révision constitutionnelle au retour de Gaulle. Ça me manque un petit peu. Donc je sais pas. En tout cas, je vois gouvernateur qui s'excite. Donc, d'un côté, on me dit oui, c'est inconstitutionnel. Non, c'est faux. Parce que là, autant, et ça on peut tous être d'accord là-dessus, le référendum de 62, il n'y a pas d'excuse à chercher. C'est effectivement inconstitutionnel. Autant le retour de Gaulle, je suis pas sûr. Mais là, je manque de l'or. Donc, si vous voulez développer dans le chat, n'hésitez pas. Si vous voulez développer dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour le coup, j'ai vraiment envie d'en savoir plus pour me faire une opinion dessus. C'est un petit peu la période 46-58, pour moi, c'est un petit peu celle qui me fait défaut dans mon expérience d'historien. La 5e est une sacrée manipulation. Il fait croire que le régime sera parlementaire avec un président soi-disant arbitre, surtout pas élu directement par le peuple. Et hop, 4 ans plus tard, nouvelle inconstitutionnalité, toujours sous état d'urgence, sous prétexte de tentative de coup d'État en Algérie, avec le référendum inconstitutionnel sur l'élection du président au suffrage universel. La guerre, c'est encore une autre zone de faillite pour notre Constitution. Pas plus qu'elle ne nous protège de la dictature ou qu'elle ne garantit nos droits, cette Constitution ne nous protège de la guerre. Au contraire, c'est la Constitution occidentale qui nous en protège le moins, encore moins que les États-Unis, c'est dire. C'est l'exécutif qui engage les forces armées. Ah oui, alors, article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Oui au café, non à De Gaulle. Non, c'était bien ça. Oui au café, non à De Gaulle, ouais. J'ai bien lu ça aussi. Donc, à moins qu'on ait effectivement... Ok, c'est bon. À moins qu'on ait eu une hallucination collective. Eh ben en fait, c'était bien ça. On est bien d'accord. Pareil, là, je pose une question. On est bien d'accord. C'est effectivement le gouvernement qui déclare la guerre et qui justifie de ça devant le Parlement. C'est bien ça la procédure pour entrer en guerre sous la Ve République. Si j'ai bien compris. À vérifier, ouais. Il y a quand même un doute. On fera ça à la fin. Parce que ouais, c'est responsable devant les conditions et suivant les articles prévus 49 et 50. Voilà, donc il y a un petit travail à faire. Je suis sûr que ça fait un excellent sujet de droit constitutionnel à la fac. Regarde l'article 35. Alors... Tac. Article 35. Ah, c'est bien, j'ai même pas à taper Constitution, ça m'envoie direct sur la Constitution. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Ah! Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Ça se marche dessus. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Attends, mais... C'est moi où la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, mais en même temps, sur le déploiement... Ah, c'est ça. C'est sur la déclaration de guerre, et pour le déploiement des troupes, en revanche, le Parlement n'a pas son mot à dire. Enfin, du moins, peut y avoir un débat, mais il n'y a pas de vote. Pas obligatoirement. Non, qui n'est suivi d'aucun vote, c'est conditionnel. Parce que tu peux avoir une intervention armée sans déclaration de guerre. Voilà, effectivement.
Lorsque la durée de l'intervention excède 4 mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de 4 mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. Ok, oui, donc il y a quand même le Parlement qui a son rôle à dire sur la déclaration de guerre. Mais n'empêche que l'exécutif, en fait, prend les devants et vient ensuite devant le législatif pour dire « Alors on a fait ça, vous êtes pour ou vous êtes contre ?» Sans que le Parlement n'ait les moyens juridiques de s'y opposer. C'est seulement au bout de 4 mois que le Parlement peut organiser un vote. Mais non. Mais justement, il nous met l'article 35. Mais madame, tu vois bien, lorsque la durée de l'intervention excède 4 mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. C'est lorsque la durée de l'intervention. Il peut demander à l'Assemblée nationale, et si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de 4 mois, donc s'il y a une pause, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. Sachant que, à alinéa 1er, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Après, peut y avoir un truc vicieux, c'est-à-dire d'envoyer des troupes, mais de ne pas déclarer la guerre. Et là, c'est vicieux, parce que en tant que tel, toi, tu as les mains libres en tant que pouvoir exécutif, et puis c'est pas une guerre, donc tu n'as pas besoin de demander l'avis à l'Assemblée nationale et de revenir tous les 4 mois devant l'Assemblée nationale. Là, effectivement, il y a une petite faille que tu peux exploiter. Tu as les mains libres pour 4 mois seulement. Je sais pas. Ah si, la durée de l'intervention. Ah oui, c'est durée intervention. C'est là où on voit que la Constitution, c'est quand même des mots très précis qui disent c'est l'intervention et pas la guerre. Ouais, effectivement. Merci d'avoir souligné ça, gouvernateur. Et une opération spéciale, on appelle ça. Ouais. Enfin, ça laisse 4 mois de main libre. Hein. On peut faire déjà pas mal de bêtises en 4 mois. Hein. On comprend comment Emmanuel Macron a pu déclarer de manière la plus désinvolte « Je vais devoir envoyer des mecs à Odessa d'ici la fin de l'année ». Sous-entendu, nous engager, nous, dans une guerre, contre notre gré et contre celui de l'Assemblée. C'est la raison pour... De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. Ah oui, donc c'est vraiment une vraie citation. Je pensais que c'était comment on appelle ça reformulé. Voilà, mais en fait, pas du tout. C'est les vraies paroles d'Emmanuel Macron. D'accord, très bien. Ok. Mais n'empêche que du coup, dans l'année qui vient... Ça date de quand, ça? Parce qu'on n'a pas la date de l'extrait. Ah bah oui, on Je vais devoir... Ah si. Guerre en Ukraine, la métamorphose d'Emmanuel Macron, colombe devenue faucon, 14 mars 2024. Donc c'était à la fin de l'année 2024, il ne l'a pas fait. Et puis de toute façon, ça dispose pas, enfin ça n'empêche pas que au bout de 4 mois, le Parlement doit se prononcer. Donc envoyer des mecs à Odessa d'ici la fin de l'année. Sous-entendu, nous engager, nous, dans une guerre, contre notre gré et contre celui de l'Assemblée. C'est la raison pour laquelle... Après, par contre, me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Clairement, il y a clairement une balle à jouer. Enfin, pardon, excusez-moi de la comparaison foireuse. Il y a une balle à jouer dans le sens de t'es président de la République, t'envoies tes troupes, avec le gouvernement d'ailleurs, puisque ça se fait conjointement, t'envoies tes troupes, tu pars en guerre et tout, puis ensuite tu reviens devant le Parlement 4 mois plus tard pour dire bon, alors on est parti en guerre, maintenant va falloir voter la guerre parce que sinon on va se faire étamer. Donc est-ce que vous voulez qu'on continue ou bien on a perdu? Donc il y a clairement pareil un truc à instrumentaliser là-dessus qui donne encore une fois beaucoup de pouvoir à l'exécutif au détriment du législatif. Il y a une faille. Voilà, la politique du fait accompli en disant, voilà, on en est là, on a besoin de votre vote pour continuer, parce que sinon on est mal, les enfants. Donc, va falloir voter pour. Voilà. Mais on vous met pas la pression. C'est juste que le pays risque d'être détruit, rasé, voilà. Mais vous êtes libre de voter. Voilà. Donc, clairement, il y a clairement des failles dans la Constitution. Hein, les secteurs très radicalisés et réactionnaires du régime comme l'armée sont tout à fait à l'aise à l'intérieur du système tel qu'il est. Par exemple, on se rappelle de la Tribune des généraux, publiée en avril 2021 par Valeurs Actuelles, qui appelle à combattre, je cite, le délitement de la patrie, produit par ce qu'ils appellent la progression de l'islamisme, et indique aux dirigeants que pour cela, il suffit d'appliquer sans faiblesse des lois qui existent déjà. De l'extrême droite ou des militants anti-islam et anti-immigration. Il y a ceux qui sont clairement politiques
et politique. La 5e, il faut encore parler de son modèle. C'est un régime dit semi-présidentiel avec un parlementarisme rationalisé. Alors, beaucoup de mots très compliqués. En fait... Ça me rappelle justement le reportage de LCP sur... je sais plus c'était quoi le sujet, où il y avait, comment il s'appelait là, le mec à l'écharpe rouge là, Barbier, Christophe Barbier, le vocabulaire qu'il utilisait sur le contrôle de l'Assemblée nationale, oh là là, c'était terrible. Ah bah, c'est... Je vais pas... Bah je crois pas de... Non bah non, c'est LCP, donc je peux pas. Mais clairement, un réact là-dessus, ah bah vous auriez vu me facepalm en permanence. Oui, moi aussi, il m'avait tendu, parce que le fond du reportage était très intéressant. Puis d'un coup, il y a Barbier qui pop et qui dit n'importe quoi. La meute de chiens adressée, sinon il mord le maître. Enfin, c'était n'importe quoi. Oh là là là. Mais voilà, ça me rappelle ça. En fait, le modèle, c'est la République de Weimar de 1919. En Allemagne, dans les années 20 et 30, on assiste à une utilisation de plus en plus fréquente de l'article 48, une sorte d'ancêtre de l'article 49 alinéa 3, voire de l'article 16 de notre Constitution, et ce, pour faire passer des lois, des budgets, pour nommer des premiers ministres contre l'Assemblée, pour ne plus demander l'investiture à l'Assemblée quand on nomme des premiers ministres, etc. Dans le même temps, le président a de plus en plus recours à la dissolution, de manière de plus en plus erratique pour des manœuvres politiques. L'objectif du président est de faire monter l'extrême droite pour faire barrage à la gauche communiste. Et c'est... Ouais, encore une fois, attention au comparatif. Là, on parle bien de la méthode de la République de Weimar. On ne parle pas de la 5e République, parce qu'encore une fois, il y a un fossé énorme entre les deux. Barbier qui se prend pour Aristide Briand, il a une haute estime de lui. Ouais, bah, ça... À l'issue d'une ultime dissolution présidentielle pour faire barrage aux forces dites anti-républicaines de gauche, les communistes, que finalement, le parti nazi obtient près de 40% aux élections. Non, je parle du contexte. Oui, puisque ça a été dit, que Weimar est 5e, voilà, sur le plan constitutionnel, et sont assez proches. Et qu'Hitler est nommé chancelier par le président Hindenburg, la vieille droite. C'est la vieille droite qui nomme l'extrême droite au pouvoir. En voilà un beau barrage républicain. La 5e, depuis, c'est le modèle adopté en Russie, dans les pays ex-soviétiques et dans les anciennes colonies françaises, souvent contre l'avis du peuple et du Parlement, justement parce que c'est un modèle démocratique si autoritaire. En Russie, Boris Eltsine, le premier président de la Russie après la dislocation de l'URSS, a même envoyé les chars sur le Parlement russe et suspendu le Conseil constitutionnel russe pour pouvoir imposer un calque de la 5e République au pays comme constitution. Donc on voit que s'affronter à ce régime, ce n'est pas un petit sujet. La 5e République, c'est une panoplie d'outils qui permettent aux classes dominantes de court-circuiter le Parlement et de diriger sans lui lorsque la contestation populaire s'accumule et le fragilise. Si on veut que la France existe, il faut qu'il y ait des institutions qui permettent à l'État de décider, d'ordonner, de commander. C'est pour ça, aujourd'hui, que ce gouvernement... Ah, Briand ? Ah, bah je me suis trompé, oui, effectivement, j'avais cru voir Briand, mais en fait, c'est Briand. Peut se maintenir, ne pas reculer sur la réforme des retraites, dissoudre l'Assemblée nationale et continuer à passer des offensives antisociales alors qu'il est à genoux. Personne n'a craqué et nous sommes là devant vous pour la réforme. Mais c'est précisément pour ça que défendre une alternative démocratique et radicale est indispensable pour faire face à la situation. Je suis d'accord. Voilà. Et là-dessus, bon, en fait, j'ai peut-être un peu trop... ouais, parce que là, c'est leur deuxième partie. Je pense que j'ai un peu trop, insisté sur le modèle législatif, si je puis dire. Et en fait, je leur avais pas laissé le temps de développer ce qu'elles avaient en tête. Et donc, clairement, leur but, c'est de... et puis en plus, c'est le titre, en finir avec la 5e République, donc appeler à une réforme constitutionnelle. Et on devine un petit peu ce qu'elles souhaitent, elles, mettre dans leur réforme constitutionnelle. Et là, ça devient intéressant. Face au durcissement autoritaire et à la crise du régime, différentes options existent. De son côté, LFI défend l'idée d'une 6e République. Le problème, c'est déjà que le projet n'est pas assez ambitieux. Sur le fond, l'idée, c'est un régime parlementaire sur le modèle de la 3e ou de la 4e République comme alternative au régime présidentiel actuel. Alors, je trouve ça déjà pas mal. Certes, la 5e est très autoritaire.
Mais on sait qu'un régime plus parlementaire, comme en Allemagne, en Espagne ou en Italie, est très loin de garantir une démocratie véritable. Ensuite, pour LFI, cette 6e République, elle doit être mise en place par la voie institutionnelle en respectant les règles de la 5e République elle-même. Cette stratégie conduit LFI... Ça, c'est intéressant, ouais, du fait que pour passer à une 6e République qui serait beaucoup plus démocratique et qui corrigerait les erreurs de respect démocratique de la 5e, faut passer par la 5e, effectivement. Là, elle souligne un truc très important, c'est que jouer avec les institutions, c'est jouer avec un jeu qui est déjà biaisé de base et qui ne veut pas sa propre perte. Là, c'est très intéressant. Il y a un paradoxe. Défendre le dépassement de la 5e République tout en fétichisant sa constitution et en modelant son projet de parti autour de l'enjeu de gagner cette sacro-sainte élection présidentielle. Lors de la rentrée sociale, au milieu des journées de lutte du 10 et du 18 septembre, cela a conduit LFI... Et pas très juste aussi, vu qu'elle serait écrite par une constituante citoyenne. Au contraire, moi je trouve que justement, une constitution écrite par une constituante citoyenne serait très intéressante dans ce qu'elle peut proposer en termes d'exercice du pouvoir. Ah, t'es pas d'accord ? Pas d'accord avec quoi ? Puis à défendre la nécessité d'un, je cite, moment refondateur qui passe par l'élection au suffrage universel du nouveau monarque. Nous sommes dans un moment dégagiste, vous en conviendrez avec moi. Et nous avons besoin, à la suite d'un mouvement dégagiste, d'un moment refondateur. Seule l'élection... Avec les constituantes citoyennes. Ah oui, d'accord. présidentielle dans ce pays, compte tenu de ce que sont les institutions, nous permet d'avoir ce moment refondateur. Les gens, qu'est-ce que vous préférez ? Qu'on continue à couper et à détruire le service public, ou bien qu'on fasse une relance écologique et sociale ? Finalement, cette tension entre respect des institutions existantes et aspiration à les dépasser, mais sans s'écarter trop des règles de la démocratie bourgeoise, ça menace de neutraliser la lutte dans ces moments les plus intenses. C'est ce qui s'est produit au Chili en 2019. Après une journée de grève générale dans le pays le 12 novembre, la gauche institutionnelle a accepté de conclure un accord de paix avec toutes les forces politiques du pays pour organiser le processus constituant qui devait aboutir à un nouveau régime. Cet accord a permis de sauver le président au pouvoir et de remettre à plus tard la question du renversement de régime. Résultat, des mois après le pic de l'affrontement, l'ambiance a totalement refroidi, la droite a pu reprendre la main pour peser dans les institutions et saboter la dynamique, et la constitution qui avait été rédigée n'a finalement jamais été adoptée. L'énergie populaire, l'énergie ouvrière a été dilapidée, et finalement, au Chili, aujourd'hui, c'est toujours la constitution de Pinochet qui reste appliquée, sauf que désormais, elle a été relégitimée par un président de gauche. Mais il existe d'autres options. Par exemple, à Révolution permanente, pendant le mouvement du 10 septembre, on revendiquait la démission d'Emmanuel Macron, tout en expliquant qu'il fallait aller plus loin. Déjà, parce que si on n'a pas réussi à faire retirer la réforme des retraites avec 3 millions de personnes dans la rue, précisément à cause des outils de la 5e, c'est clair que pour faire démissionner Macron, on n'allait pas pouvoir se contenter de journées de grève isolées et d'une procédure de destitution. Mais justement, si le mouvement arrivait à le faire partir par la grève générale, il n'avait aucune raison de s'arrêter là. La crise de la 5e République, elle politise largement et elle permet aussi de comprendre que les classes populaires méritent mieux que de choisir le nouveau monarque qui va les diriger. L'idée qu'on portait, c'est de carrément défendre la fin de la 5e République, la fin de la figure présidentielle et de faire sauter les verrous antidémocratiques du régime. À la place, on défendait l'instauration d'une assemblée unique. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de Sénat, pas de Conseil constitutionnel, pas de président de la République. En gros, aucune institution construite pour limiter le pouvoir de l'Assemblée élue. D'accord, donc en fait, c'est intéressant. À Révolution permanente, ils veulent le retour à la Convention nationale. Autant une assemblée unique. Excusez-moi, il faut que je fasse une blague. Ça se discute. Voilà, c'était ma blague. Autant le fait qu'il n'y ait pas de conseil constitutionnel pour garantir qu'on soit toujours dans un état de droit, ça ne me vend pas de rêve du tout. Parce que si vous créez un régime qui garantit des libertés individuelles qui soient différentes de ce qui est critiqué, notamment le droit à la propriété, mais qu'on le remplace par exemple le droit de porter assistance à personne en danger, enfin vous mettez ce que vous voulez, et que derrière vous avez un conseil constitutionnel qui garantit que le travail du législateur corresponde à ces attentes-là, bah c'est jackpot, vous avez tout gagné. Vous avez un régime qui fonctionne, qui en plus sacralise des libertés et qui en plus les protège.
j'ai envie de dire. Pour moi, le Conseil constitutionnel, il est le garant de l'état de droit. Parce que si vous l'enlevez, eh bien, rien n'empêche qu'au premier revers électoral, on revienne sur tout ce qui a été fait, qu'on fasse des lois qui s'en prennent à des minorités, qui soient inconstitutionnelles, et puis tant pis, hein, c'est juste électoraliste, et dans ce cas-là, on est dans une foire populiste qui va aller crescendo, à qui promet le meilleur ou le pire étant l'opposé du meilleur, et voilà, et c'est aux électeurs de trancher. Et donc, ça légitime une sorte de légitimité populaire qui serait au-dessus de tout. Or, le peuple peut parfois avoir raison. Une assemblée avec un chèque en blanc, mais des députés révocables, payés à salaire d'ouvriers, d'infirmiers ou de profs, des députés vis-à-vis desquels il y aurait un contrôle permanent de la population. Et ce programme... En revanche, voilà, renforcer à la fois les outils, mais en même temps le contrôle du législateur, ça devient intéressant. Le mandat révocable, les indemnités plafonnées, tout en donnant aussi les capacités de travailler. Hein, parce qu'aujourd'hui, on critique beaucoup le train de vie du législateur. En revanche, quand on observe dans le détail, de voir un petit peu avec quoi ils fonctionnent et quelles sont leurs contraintes, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Je ne suis pas en train de plaindre les députés, mais n'empêche que c'est compliqué. Voilà. Mais voilà, un système dans lequel on peut remettre en cause la parole du législateur et donc le démettre de ses fonctions, pourquoi pas? Voilà. C'est ça le problème avec la plupart des communistes révolutionnaires. Ah oui, l'état de loi versus l'état de droit, ouais. Il ne tombe pas du ciel, n'a rien d'utopique ou d'irréalisable. Il est à l'inverse relié à l'histoire de notre pays. La révocabilité était inscrite dans la proposition de constitution de 1793. Elle a été mise en pratique par la Commune de Paris. En revanche, il est vrai que ces revendications, aucun article de la Ve République aujourd'hui ne permet de les obtenir. Il faudra les arracher par une grève générale, le genre de mouvement qui s'attaque aussi au fondement de l'antidémocratie dans notre société, le pouvoir économique des capitalistes. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Pour les marxistes, la démocratie sous le capitalisme est forcément tronquée, au sens où elle exclut des catégories entières de la population, à commencer par les étrangers, mais elle est aussi falsifiée dans la mesure où elle dépend du pouvoir économique. Comme disait Lénine, l'égalité formelle présuppose l'inégalité économique. Une vraie démocratie ne peut donc pas exister sans en finir avec le capitalisme. Mais ça n'empêche pas de penser des revendications démocratiques qui indiquent un chemin de lutte pour répondre au tournant autoritaire. De mon côté, je voudrais poser une question. Faut-il une constitution ? La constitution telle qu'on la connaît, c'est un document rédigé par une poignée d'hommes du début du siècle précédent, voire de celui d'avant. Dois-je rappeler que le général de Gaulle est né au 19e siècle, en 1890 ? Alors, c'est marrant parce qu'elle pose une question, puis je pourrais vous y répondre. Le truc, c'est que ça se lit du passé, il y a déjà répondu. C'est ce que je vous disais quand je vous disais que, dans un de mes laïus sur la Constitution, en vous disant, quand on parlait en fait, on n'est plus en 5e République déjà depuis longtemps et tout, où je vous disais que une Constitution, elle est élaborée pour répondre à des objectifs, des enjeux, des attentes et des besoins. Et qu'elle doit évoluer. Pour moi, je suis favorable à une constitution qui est revue de façon régulière pour s'adapter à de nouvelles contraintes, garantir de nouvelles libertés et de nouvelles possibilités pour l'ensemble de ses citoyennes et de ses citoyens, mais qui change au fur et à mesure. Et c'est un peu, très rapidement, à peu près, le chemin que prend un petit peu la constitution de la Ve République, puisqu'on l'a révisée finalement très régulièrement. C'est juste que la teneur des révisions constitutionnelles ne suffit pas à aborder l'ensemble des défis qui nous attendent. Tu penses qu'il faudrait revoir la Constitution tous les 25 ans ? Pas aussi souvent que les Allemands. Ah, alors j'ai pas le lore sur le principe de révision constitutionnelle des Allemands, mais par exemple 25 ans, ça me semble être une bonne date, ouais, justement. Une génération, en plus, ça fait un chiffre à peu près rond. Tout en n'empêchant pas des révisions constitutionnelles comme ça de temps en temps, mettons comme par exemple là quand on a constitutionnalisé l'IVG, voilà, mais avec, à un moment, on se pose, que ce soit le travail du législateur ou bien d'une instance qu'on crée sur le coup. Alors, je suis en train de vous inventer un petit peu des trucs et je suis même pas sûr de ce que je dis. Mais qu'on invente
un comité, une commission, voilà, qui se charge d'examiner l'état de la Constitution et qu'est-ce qu'elle devrait refléter. Alors par contre, il y a tout un tas de questions sur qui est élu et c'est exactement ce qu'elle dit, c'est que voilà, la démocratie est tronquée à partir du moment où on élit des gens et que donc de fait, on n'a pas la même représentativité dans les instances. Mais d'une façon ou d'une autre, réviser la Constitution à intervalles réguliers, je trouve que ça pourrait être une bonne solution. Et pas justement introduire des nouvelles dispositions, mais carrément la toiletter. C'est-à-dire, voilà, on fait le ménage dans la Constitution, ça, on n'a pas besoin, on enlève, ça va pas avec ce que pense la population au global, ça, par contre, faudrait rajouter, ce serait intéressant, et puis boum, on soumet la Constitution, boum, référendum, et puis comme ça, voilà, c'est un petit brushing constitutionnel, exactement, voilà. De temps en temps, faut aller chez le coiffeur, faut élaguer. Et puis justement, en plus, ça permet de remettre la Constitution sous légitimité populaire, puisque du coup, vous la soumettez aussi à référendum une fois qu'elle est parachevée. Donc voilà, ça m'est venu comme ça, spontanément, mais c'est en écoutant les autres que nous viennent les meilleures idées, enfin pour moi. Donc on remettrait des sujets comme la peine de mort sur la table. Mais j'ai envie de dire, en fait, il y a des sujets, ça ferait mal de les remettre sur la table, mais vous savez quoi ? Je suis persuadé que si on remettait sur le sujet la peine de mort, je suis persuadé qu'on resterait toujours contre la peine de mort. Je suis persuadé du fait que la France, en tant que société progressiste, restera au porte-voix de la loi contre la peine de mort. J'en suis sûr et certain. Et puis de toute façon, voilà, quand on veut être démocratique, eh bien, il faut aussi accepter les choix qui ne vont pas dans notre sens. Auquel cas, nous ne valons pas mieux qu'une Elisabeth Borne qui utilise 55 fois le 49.3 sur l'ensemble de son premier ministériat et qui n'accepte pas le fait que les autres puissent penser en majorité contre nous. Voilà. Donc vous avez le droit, en fait, si vous voulez, vous avez le droit de ne pas être démocratique, de ne pas reconnaître l'expression du peuple, mais c'est pas à géométrie variable. Si vous voulez le reconnaître, bah vous l'acceptez quand vous gagnez, mais aussi quand vous perdez. Auquel cas, on peut remettre en cause le fait que vous soyez réellement démocratique. Voilà. La Constitution ne permet pas au peuple de la modifier. C'est d'ailleurs son objet. Et en plus, elle donne ça, c'est dommage. Par exemple, ce serait intéressant d'avoir une prérogative, alors je dis pas activable tous les 4 matins, mais une prérogative citoyenne qui puisse exister où on modifie la Constitution sur un point précis. Voilà. Avec, je sais pas, mettons un cool-down après pour éviter qu'on change la Constitution trop de fois. Voilà. Mais une possibilité de modification citoyenne de la Constitution. Ce serait très intéressant. Dernier mot au juge constitutionnel. Honnêtement, on peut difficilement faire moins démocratique. Ce n'est pas aux morts d'écrire les règles des vivants, et ce pour toujours. En tout cas, en ce qui concerne la Ve République, depuis presque 3/4 de siècle. Ce n'est pas non plus à 9 personnes représentant les intérêts de la grande bourgeoisie, je parle du Conseil constitutionnel, d'avoir le dernier mot sur nos vies. Inscrire ceci ou cela dans la Constitution n'a qu'un intérêt symbolique, voire même fait diversion. Exemple, la Charte de l'environnement. Ou encore l'IVG. Demain, ce seront les sages qui vont interpréter notre droit à l'IVG. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Constitutionnaliser, c'est toujours dépolitiser, c'est donner la politique aux juges. Alors, Bah non, c'est tout l'inverse. Pour moi, c'est tout l'inverse. Justement, c'est politiser des questions qui doivent rester politiques. Justement. Attendez, parce que là, je viens de me prendre une claque, là, faut que je m'en remette. Faut réaligner. Elle a raison, mais elle dit que c'est une mauvaise chose. Bah non, pour moi, ça, en fait... L'application de la Constitution, ça reste politique, non ? Ou alors c'est peut-être moi qui suis biaisé là-dessus. Pour moi, l'application de la Constitution reste politique, puisqu'elle est issue du travail du législateur. Ah, c'est juridique justement. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Bah après,
dans leur logique de le Conseil constitutionnel ne représente pas la population, est antidémocratique, etc., leur logique s'entend. Voilà. Mais pour moi, qui suis intimement convaincu que le travail législatif repose sur l'écriture de la loi et que donc je continuerai à me battre pour l'état de droit et pour une loi garante de la Constitution, bah oui, c'est vrai que du coup, ça c'est antinomique un peu. D'accord, ok, bah merci de préciser. Je vous dis encore une fois, moi je suis pas juriste constitutionnel, je suis même pas juriste tout court. Je donne mon avis sur tout ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie. Donc d'accord, j'entends l'argument de ça dépolitise. Pour moi, je dirais... En fait, si, ça y est, j'ai compris, et c'est ça que j'avais du mal à comprendre, c'est qu'effectivement, pendant un temps, ça dépolitise une question. Prenons l'exemple justement de l'IVG. La constitutionnalisation de l'IVG qui m'a repolitisé. Très intéressant ton témoignage, Cyberoctopie. Moi, j'étais parti du principe que les députés se sont penchés sur... Enfin, les députés, le Congrès, en substance, s'est penché sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ça veut dire qu'il y a eu un débat, qu'il y a eu des échanges d'arguments entre des partis politiques, des représentants de la nation, élus, etc. Donc, c'est un moment éminemment politique. Moi, j'étais parti de ce point de vue-là, de dire ça reste politique. Et en fait, ce que je voyais pas, c'était que une fois que c'est inscrit dans la Constitution, eh bien, ça sort du cadre politique, effectivement, puisque là, on rentre dans de l'application juridique, et que en fait, ça ne devient plus politique. En revanche, ça redevient politique au moment où on réfléchit de nouveau à l'IVG dans la Constitution, que ce soit pour y ajouter de nouveaux droits ou au contraire pour la supprimer, comme veulent le faire certains partis, eh bien là, on ressort du cadre juridique pour redevenir politique. Ce sont les navettes entre le législateur et la Constitution qui sont des moments éminemment politiques, qui cristallisent des attentes de beaucoup de nos concitoyens. En revanche, une fois que c'est figé, ça sort du cadre politique et là, on rentre dans du juridique. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à comprendre ce que vous m'avez expliqué et à le reformuler pour vérifier que je l'avais bien compris. Donc voilà, j'ai saisi l'idée. Ce genre de réforme, de boulot, ça se fait sur le temps relativement long, de l'ordre du semestre ou de l'année. L'émotion du fait divers peut retomber. Vous parlez quoi, de la peine de mort ? Mais pour moi, pour revenir sur la peine de mort, je n'ai aucun doute sur le fait que si jamais on reproposait au débat de sortir la peine de mort de la Constitution, non, voilà, il y aurait une majorité de non, quoi. Parce que en fait, comme ce serait un acquis, ce serait très difficilement possible de le sortir de la Constitution. La plupart des gens partiraient du principe de c'est dans la Constitution, pourquoi l'enlever, en vrai ? À moins d'être personnellement concerné par la situation, que ce soit pour le retrait comme pour le laisser, eh bien, la plupart des gens, ils vont juste se dire « Oh, c'est là, ça peut rester, quoi ». Je pense que si on veut garder une constitution, il faudrait qu'elle soit tout le contraire de ce qu'elle est aujourd'hui. Il faudrait qu'elle soit très souple, c'est-à-dire révisable sans cesse par le peuple, à chaque génération par exemple. Tiens, intéressant. Voilà, des points communs. Bon, on en avait déjà pas mal, mais voilà. Tiens, c'est intéressant ça. Deuxièmement, il faudrait qu'elle soit démocratique, c'est-à-dire véritablement démocratique, de la démocratie directe, avec l'usage de la pétition, du référendum et du tirage au sort. C'est d'ailleurs ça la vraie définition de la démocratie telle qu'on la pense au XVIIIe siècle, avant que ne soit dévoyé ce terme de démocratie et qu'on en fasse un synonyme du gouvernement représentatif. Je vous renvoie à ce sujet au livre de Bernard Manin, Principe du gouvernement représentatif, où il explique tout cela très bien. Troisièmement, il faut que cette constitution soit écrite par tout le monde, dans un processus véritablement participatif. Et enfin, quatrièmement, il faut repenser complètement la justice constitutionnelle, du moins si on veut la garder. Alors 1, 2 et 3, je suis d'accord. Et quatrième,
Je ne sais pas ce qu'elles veulent dire et j'ai peur. Dans les revendications qui ont été portées par les Gilets jaunes, il y avait le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et ça paraît déjà un bon point de départ. Donc, quelle que soit la revendication que nous défendons, c'est dans ce type de grand bouillonnement qu'on pourra imaginer autre chose que nos vieilles institutions de vieille France sexistes, agistes, racistes et impérialistes. En un mot, il est peut-être temps d'essayer la démocratie. Pour faire tout ça, il faut remettre la question démocratique au cœur de nos luttes. Articuler les revendications économiques et la critique du régime, ne pas séparer d'un côté la lutte syndicale et de l'autre la politique qui se limiterait au terrain parlementaire et électoral. En France, ça fait presque 10 ans que les travailleurs, la jeunesse et les quartiers populaires résistent aux offensives néolibérales. Pendant la réforme des retraites, le mouvement des Gilets jaunes, la lutte contre la loi travail ou le mouvement du 10 septembre, la détestation d'un régime qui défend les intérêts d'une minorité s'est toujours exprimée. Il faut donc se donner les moyens que les piquets de grève, les lycées bloqués et les facs mobilisés se saisissent de revendications démocratiques radicales et les défendent par les méthodes de la lutte. On peut faire demain ce qu'on est incapable d'imaginer aujourd'hui. C'est du René Char. Nous avons toute une série de recommandations lecture pour vous. Gray Anderson, La guerre civile en France. Claude Serfati, L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée. C'est bien de mettre une bibliographie comme ça, voilà, de dire sur quoi elles se sont appuyées et de recommander du coup pour se faire une idée. Merci pour la biblio. Lynn Fontaine, La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel. Léon Trotsky, le programme d'action de la Ligue communiste de juin 1934. Murray Bookchin, La révolution à venir, Assemblée populaire et promesse de démocratie directe. Christine Ross, L'imaginaire de la commune. Cornelius Castoriadis, Institution imaginaire de la société. Et pour aller plus loin sur ce sujet, mon livre Constitution, paru chez Anamosa en 2025. Bah tant qu'à faire, bah oui. Alors, extrait d'un poème de Jacques Proudhon, Idée générale de la Révolution. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, censuré, commandé, par des êtres qui n'ont ni titre, ni science, ni vertu. T'es en plateau de BFM TV face à un opposant, un soir que t'as perdu, et tu dois expliquer que non, c'est pas vraiment une défaite, parce que j'ai compris le message des Français, etc. Donc je passe en mode langue de bois. Être gouverné, c'est être à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, là, il n'y a aucune solution. Votre carte vitale ne marche plus, il y a les plus de fake news, là, c'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, être rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Puis, à la moindre réclamation, au premier mot de plainte, c'est être réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, assommé, désarmé, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Et dire qu'il y a parmi nous des démocrates qui prétendent que le gouvernement a du bon, qu'il y a des socialistes qui soutiennent, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, cette ignominie, et même qu'il y a des prolétaires qui posent leur candidature à la présidence de la République. Attends, mais tout ça, c'était des extraits de Proudhon ? Parce que je trouve ça vachement contemporain, finalement. Bon, oui, effectivement. Un peu de mal avec la fin. Tout ça, c'était du vent. Ah d'accord, ok. Très bien. Ouais, j'ai un peu de mal. Bah, ça recoupe le message voilà, de révolution permanente, de mobilisation par la rue et tout. Donc, je ne vais pas émettre de jugement de valeur. Chacun est libre de ses méthodes d'action et d'organisation. Sachez juste que moi, c'est pas trop mon truc. Ou du moins je suis un fervent défenseur de l'idée que de ce qu'on appelle la méthode des deux jambes, la mobilisation citoyenne et l'action par le législateur. Le fait que la mobilisation citoyenne par des personnes qui s'intéressent et veulent faire pression sur leur politique pour avoir une loi qui leur ressemble est nécessaire dans l'idée que la loi puisse leur ressembler, justement. C'est ce que j'ai défendu pendant des années.
avec différentes façons, la pétition, la manifestation, blocage aussi un peu, hein. Mes années étudiantes ont bien parlé là-dessus, mais derrière aussi la représentation, la sollicitation, la défense, pour justement tirer le meilleur des deux. Voilà, ne pas opposer les deux modes d'action, mais au contraire prendre le meilleur des deux. Moi, c'est mon expérience que je tire. Je dis pas que c'est le meilleur moyen. Hein, je n'émets pas de jugement sur la lutte et l'action anarchiste. En revanche, voilà, moi je me suis battu pour ce que je croyais valoir la peine. Ça m'a engagé, ça m'a permis de me dépasser, mais voilà. Non, en tout cas, la vidéo était très intéressante. Je suis beaucoup revenu sur des éléments très factuels, mais on sent, voilà, l'opposition entre les chroniqueuses ou chroniqueuses. Bref, les madames qui ont leur point de vue et qui donc moi ne me parlent pas tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait sur le fond, ça me parle. Et vous voyez, on est arrivé à plusieurs points de consensus. C'est la possibilité de réformer la Constitution à intervalles réguliers, avec de la démocratie participative. Les chroniqueurs, pas besoin de mentionner leur genre en fait. Comme la langue française dispose qu'on accorde en genre et en nombre, et que du coup, quand c'est un public exclusivement féminin, on féminise. Voilà. Bref, je suis un peu perdu. Un peu perdu dans mon propos. Donc, il y a des points de consensus. La modification de la Constitution, le fait que ce soit fait par une façon participative, etc. C'est plus sur les moyens d'y parvenir que là, ça digresse un petit peu, et surtout sur la vision presque philosophique qu'on a de l'état de droit et de la Constitution. On sent vraiment que de leur côté, elles veulent dépasser ce cadre-là de l'état de droit. Moi, au contraire, je suis intimement convaincu que l'état de droit, c'est ce qui nous protège, tous, individuellement comme collectivement. Donc c'est pour ça que moi, je suis partisan d'une réforme de la Constitution, du Conseil constitutionnel, plutôt que son changement pur et simple. Voilà. On va pouvoir s'arrêter là pour la VOD, qui déjà est bien longue. 2 heures, putain. Je crois que j'ai battu mon record. Hein. Franchement, ça doit être mon record. Hein. Parce que là, la vidéo, elle a fait 28 minutes. Et là, j'ai fait 2 heures de React politique. C'est incroyable. Hein. Oh la vache, plus le temps passe et plus j'ai de choses à dire. Mais c'est intéressant parce que du coup, je me renforce aussi sur le contenu politique et c'est intéressant. YouTube, si tu as apprécié cette VOD, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'est important pour mettre en avant mon contenu et pour pouvoir le faire découvrir à plus de personnes. Et puis bien sûr, que tu sois en accord comme en désaccord avec moi, j'ai hâte de te lire dans les commentaires, puisque je ne dispose pas de la vérité universelle. Tu as le droit d'avoir ton point de vue et je t'encourage à le développer, parce que justement, le fait d'opposer nos points de vue, et je trouve Merci très à toi intéressant. YouTube. Ah voilà, et puis cette fois ce sera dans la VOD. Merci Stéphane. Voilà, donc hâte de vous lire en commentaire pour échanger là-dessus. Voilà. YouTube, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.